Ah, Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Laurent Henninger. Bonjour Laurent. bonjour Pierrot. Moi aussi, j'ai l'immense plaisir d'être là. Laurent, c'est un plaisir parce que non seulement tu es un historien que j'apprécie beaucoup, tes conférences sur Internet de la guerre fluide aux plus récentes sur les transformations de la guerre moderne sont fascinantes, on les trouve facilement. J'encourage ceux qui nous regardent d'aller les écouter. Tu es également co-auteur d'un livre qui s'appelle Comprendre la guerre. Et tu as présenté dans diverses collections plusieurs livres qui vont des guerres napoléoniennes au concept dans l'histoire. Et tu es quelqu'un qui nous parle, je trouve, à chaque fois dans les conférences, d'une manière extrêmement structurée. Et je pense que tu caches ta passion, parce qu'on sent que tu es un passionné de tous ces thèmes, mais tu es capable de les présenter d'une manière qui est ludique, compréhensible pour des gens même qui ne sont pas forcément, comme toi et moi, des fous d'histoire et qui sont submergés, on en parlait en off juste avant, par des bibliothèques qui débordent de livres Ouais, sur ces sujets. bah merci, c'est gentil. J'essaye de faire le maximum pour être accessible à tout le monde. Et puis, tu sais, j'estime aussi parce qu'il y a des gens qui m'ont reproché quelquefois d'être un petit peu vulgaire dans des expressions que j'emploie dans certaines conférences. Mais j'ai une explication à ça. C'est que j'estime que la guerre, quelque part, surtout à très haut niveau, c'est au final un combat de voyous et que il y a certaines choses de la guerre que le langage normal ne peut pas rendre. De même que le langage normal ne peut pas restituer la peur, la souffrance d'un type qui a le ventre ouvert et les tripes qui sortent, etc., etc. Comment dire, c'est autant véritablement indicible. Tu vois, bon. Et même chose pour les grandes décisions politico-stratégiques. Je pense que souvent ça peut être synthétisé et on peut en comprendre l'essence en utilisant un vocabulaire extrêmement vulgaire qui serait un vocabulaire de mafieux, de voyous. Tu vois. Exactement. Il faut lire Shakespeare aussi, Mais c'est tout à fait parlant. complètement. Mais il y a un côté dans les décisions des grands, alors même si ça apparaît pas dans les médias, mais c'est je vais te niquer la gueule, espèce d'enculé. Tu vois, c'est ça, quoi. Tu vois, Oui, euh, oui. Cry havoc and let sleep the dogs of war. c'est Euh, ça, c'est En ça. tout cas, aujourd'hui, je souhaitais discuter avec toi de l'évolution de la guerre en 2025, puisque depuis une décennie, guerre au Karabakh, guerre en Syrie, guerre en larvée au Kosovo, et surtout maintenant cette guerre en Ukraine, ont montré et puis cette guerre étrange à Gaza, au Liban et de nouveau en Syrie, la- on est parfois, on dit toujours que les états-majors se préparent à la guerre d'avant et ont de la peine avec la guerre du futur. Et je ne sais pas si on peut les blâmer pour cela, mais en tout cas, ma question est de discuter avec toi. Qu'est-ce qui est une constante, qu'est-ce qui reste de la guerre depuis des décennies ou peut-être même des siècles? Et qu'est-ce qui a véritablement changé aujourd'hui sur le champ de bataille et au-delà du champ de bataille dans cette guerre moderne aujourd'hui en 2025? Alors, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui a changé? Ben, dans les deux cas, plein de choses. Qu'est-ce qui reste d'abord? Moi, je m'étonne toujours d'entendre des journalistes qui reviennent d'un théâtre d'opération dire mais c'est dingue, cette guerre, elle n'est pas du tout moderne, c'est complètement archaïque, les mecs, ce sont des tranchées, etc., etc. On est en pleine guerre de 14, il y a un côté archaïque. Donc, quelque part, un tel vocabulaire archaïque veut dire quelque part ringard, plouc, tu vois. Bon. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça, je m'en suis aperçu parce que pour bien comprendre l'histoire, et a fortiori l'histoire militaire, on ne peut pas échapper à une étude du temps long. Hein. Et si tu es un historien formé par des universités américaines, c'est-à-dire que tu es un hyper spécialiste d'un micro-sujet, tu vois, euh, et que tu ne connais rien en dehors de ton micro-sujet,
Mais tu connais tout sur ton micro-sujet. Tu connais tout, tu fais, je sais pas, la sociologie des ouvriers métallurgistes à Kharkov entre 1932 et 1937. Tu vois, tu connais tout sur ce sujet. Dès que ça parle d'un sujet légèrement différent, mais qui concerne l'URSS 2 ans avant, je caricature un petit peu, mais pas beaucoup, tu connais plus rien. Mhm. Tu vois, c'est le problème des PhD à l'américaine, des PhD, hein, c'est que c'est des formations micro, c'est vraiment des coups de loupe, tu vois, sur un micro-sujet, ce qui peut avoir son utilité, mais le problème, c'est qu'après, tu peux pas dire que tu es historien. L'histoire, c'est pas l'étude du passé, l'histoire, c'est l'étude du temps. Tu vois, or, le temps, ça contient le passé, le présent et le futur, par définition. Bon. Et c'est l'archéologue qui étudie le passé. L'historien, il étudie le temps, avec son caractère dynamique, contradictoire, dialectique. Bon. Euh, et dans toutes les guerres de l'histoire de l'humanité, il y a toujours un mélange d'aspects archaïques et modernes, voire hyper modernes. Toujours. Tu prends la guerre de 14, qui est un exemple à l'échelle historique extrêmement récent, hein, à l'échelle historique, pas à l'échelle de nos vies. Tout à Euh, fait. Extrêmement récent. À la fois, c'est la première vraie, enfin, c'est l'une des premières vraies grandes guerres industrielles euh, 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 où c'est la production, les chaînes de production qui décident de la capacité de l'artillerie, parce qu'ils vont décider du nombre d'obus qui sera disponible pour pouvoir pilonner les positions ennemies. Tu as la TSF, tu as les premiers chars, les premiers avions, tu as tout un tas de genres hyper modernes, de choses comme ça hyper modernes, les mitrailleuses, bon. Et en même temps, tu as l'emploi d'armes complètement archaïque, voire préhistorique. Je me rappelle une fois, j'avais visité l'un des plus beaux musées d'histoire militaire que je connaisse, qui est celui de Vienne, en Autriche. Et je me balade dans les salles, les unes après les autres, dans un ordre chronologique, évidemment. Et j'arrive dans la salle concernant l'armée austro-hongroise, fin 19e, début 20e. Et alors là, tu es dans une opérette. T'es au théâtre du Châtelet à Paris, dans une opérette de Strauss, tu vois, et surtout à Vienne, a fortiori à Vienne, tu as des uniformes sur des mannequins qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres, multicolores et tout. Enfin, c'est un décor pour salle de bal, tu vois. C'est c'est ça. Alors, des uniformes avec des aigrets, des plumets, des brandebourgs partout, des couleurs incroyables. Bon. Et puis tu passes ensuite à la salle Première Guerre mondiale. Et à un moment, dans une vitrine, tu vois des armes qui sont des armes improvisées, des armes bricolées dans les tranchées par les gars. Ouais, ouais. C'est des morceaux de bois comme ça, tu vois, de 30-40 cm, voire plus de long. Puis un bois, c'est pas une brindille, hein, c'est des manches comme ça, hein, avec des clous énormes qui dépassent. Tu vois. Et tu te dis que c'était les mêmes qui, 3 ans avant, portaient ces uniformes-là. Tu vois. Et c'était, ou alors, si c'était pas les mêmes, c'était des types qui étaient, si ça se trouve, qui étaient un petit ouvrier, un petit employé en comptabilité dans un bureau viennois. Tu vois, un personnage aussi terne que certains personnages incarnés par Michel Serrault dans les films des années 70, tu vois, de petits fonctionnaires minables, un peu veules, complètement transparents. Bon. Et, et si ça se trouve, c'est ce bête-là qui est devenu une bête fauve, tu vois, et qui est capable de faire sauter des yeux des orbites, de fracasser des crânes, d'avoir des morceaux de cervelle sur lui. Euh, la guerre, c'est ça. C'est toujours un mélange d'hyper-archaïsme et d'hyper-modernité. C'est ce que montrait très bien, je vais mettre quelques références, cinématographiques, j'adore le cinéma aussi. Ce que montrait très bien ce film Capitaine Conan de Mais bien sûr. Bertrand Tavernier, où on voyait ces troupes de choc, Ouais, improvisées, françaises, en l'occurrence, c'est sur le front de Salonique, face à ouais. la Bulgarie. Mais pareil dans les Stoßtruppen ou les nettoyeurs de tranchées, de l'Entente.
ça y allait au couteau de boucher, Voilà, voilà. enfin, c'était À à la fronde, enfin des la trucs pelle comme à ça. affûter aussi. Exactement. Des choses et des outils qui, effectivement, dans les tranchées, étaient beaucoup plus efficaces. Et les Américains, par exemple, quand ils sont arrivés pour participer à la guerre dans la dernière année, en 1918, ils ont immédiatement compris, ça c'est le côté pragmatique du cow-boy, ils ont immédiatement compris que, par exemple, quand tu fais des combats de tranchées où la tranchée, elle a tout juste 1 mètre de large, que se battre avec les grands fusils qui sont destinés à tirer loin, ça sert à rien. Et c'est là que les Américains ont introduit dans la guerre de tranchées ce qu'on appellera le coup de poing américain et le fusil à pompe. Ouais. C'est beaucoup plus efficace. Le fusil à pompe a un cône de tir comme ça, tu vois, alors que le fusil normal, c'est un fil de tir. Bon. Et c'est ça. Et le fusil à pompe, c'est une régression. C'est en fait du fusil de chasse, hein, par par rapport au Lebel ou au Schneider Ouais. ou tout ça, tu vois. Bon. Donc voilà. C'est, mais effectivement, Capitaine Conan, de toute façon, je pense que c'est un des meilleurs films de guerre qui soit, hein. Ce qui est étonnant d'ailleurs, alors ce qui n'est pas étonnant de la part de Bertrand Tavernier, qui était vraiment un type intelligent, en plus d'être un bon cinéaste, mais c'est quand même étonnant parce que les Français sont généralement très mauvais pour faire des films de guerre. Sauf dans 2 cas, ils ont fait des. C'est-à-dire que c'est peut-être à l'image de la France, quand on veut être bon, on est géniaux, quoi. Entre Capitaine Conan d'un côté et la 317e section de l'autre, on a produit 2 des meilleurs films de guerre qui soient. Mhm. Mais à côté de ça, la France a vraiment du mal à produire du film de guerre. Et c'est souvent des trucs d'une ringardise, à l'époque où on en faisait encore, enfin, c'était pas bon, quoi. C'était vraiment pas bon. Mais ces deux-là sont. Il y a quelque chose s'il y a une étincelle de génie, véritablement, qui les traverse, quoi. Bon, enfin voilà, ça c'était notre petite incartade cinématographique. Oui, alors ce qui reste, effectivement, on voit que, dans toutes ces guerres, on a, en fait, même par exemple les drones, on parle souvent des drones. Les drones ont un aspect technologique innovant, ont un aspect nouveau, bien qu'ils ne soient pas si nouveaux que ça. On a des drones déjà dans les années 70 et peut-être, même si on veut vraiment pousser loin, déjà dans la Deuxième Guerre mondiale, on a des drones. Bah, Alors, les premiers drones, les premiers essais de drones, d'avions télécommandés, c'est 1918. ça Bon. va loin. Euh, donc voilà. Mais sur cette question des drones, parce que là, j'ai un peu travaillé la question parce que je t'attendais là-dessus. À la fois, c'est très vieux. C'est les deux à la fois. C'est là où il faut avoir véritablement, c'est une obsession chez moi, et mes copains se moquent de moi d'ailleurs là-dessus, mais j'ai une obsession pour la pensée dialectique, moi, tu vois. Pas forcément marxiste, d'ailleurs, même si je pense que la pensée dialectique marxiste est très balèze. C'est un outil pour penser, a fortiori la guerre et le combat et la politique, qui est remarquable. Mais la dialectique, c'est pas Marx qui l'a inventé, c'est les Grecs, hein, donc il y a aussi d'autres écoles de dialectique que Marx, hein. Bon. Mais, fermons la parenthèse, il y a à la fois quelque chose de très ancien dans le phénomène du drone, et de plus ancien encore que tu ne penses, mais il y a également quelque chose qui est une vraie rupture hyper moderne. Il y a les deux à la fois, un petit peu comme ce que je viens de dire avant sur la guerre archaïque et la guerre moderne. Le drone, d'abord, ce qu'il y a d'ancien dans le drone. Eh bien, le drone, c'est l'idée de combattre à distance. Et l'idée de combattre à distance, ça traverse toute l'histoire de l'humanité. L'idée d'inventer des javelots, des arcs, de lancer des pierres, tout simplement. Euh, Lâcher des chiens. alors lâcher des chiens, etc., etc. Mais Coton, en fait, l'idée de combattre à distance est consubstantielle, et ça certains préhistoriens le disent, est consubstantielle à l'hominisation, c'est-à-dire à la transformation du singe en homme. C'est consubstantiel. Et que plus l'homme évolue, plus il combat à distance et plus les distances sont lointaines. Bon.
Un singe, mais ça, c'est aussi une question de physiologie. Le singe n'a pas un os des clavicules suffisant pour étendre son bras derrière. Mhm. Tu vois, il restera dans le prolongement de son épaule. C'est parce que ça peut pas bouger plus, tu vois. Et donc, il va lancer pas loin, même s'il est très fort. Hein. Et Dieu sait si les chimpanzés ou les gorilles sont beaucoup plus forts que nous. Ouais. Mais il ne pourra pas le lancer à plus de, je sais pas, 1 mètre et demi. Tu vois. Le fait de pouvoir reculer, ça forme l'hominisation. Ça, c'est la première étape. L'homme peut lancer plus loin. Deuxième étape, le passage du Néandertal à l'Homo sapiens. On a remarqué que l'Homo sapiens, dans les fouilles, on a remarqué que ses ossements sont portent très souvent des marques, qui sont des marques de blessures très violentes et très dures, véritablement traumatiques. Et alors les chercheurs ont fait une enquête là-dessus, ils se sont dit, mais à quoi est-ce qu'on pourrait comparer ces marques sur les os de Néandertal dans les professions du monde actuel? Et ils ont trouvé une seule profession, totalement impensable, totalement inédite. Même si je te donne là une demi-heure pour réfléchir pour la trouver, tu la trouveras pas. L'ouvrier de chantier qui se prend des trucs sur la tronche? Non, 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 non. Qui correspond où on trouve des blessures complètement similaires. Je Les donne mecs ma qui, langue à Clausewitz. aux États-Unis, les mecs qui participent à des compétitions de rodéo, Ah, tu vois, et qui se font bousculer par des chevaux ou des taureaux, parce que tu sais que ça se fait également avec des taureaux, qui se font quelquefois piétiner, etc. Or, on sait que vraisemblablement, l'homme de Néandertal n'utilisait pas l'arc, ou très peu, ou très mal. Et donc, pour le gros gibier, pas forcément le gibier carnivore d'ailleurs, hein, mais même, tu sais, même chasser un cerf, c'est dangereux. Hein, bon. Pour le gros gibier, ils étaient obligés d'aller au contact. Donc, il y avait un taux de mortalité énorme chez les hommes de Néandertal dans la chasse au gros gibier. Un taux de mortalité énorme. Et il y a eu, et c'est l'homme de Cro-Magnon, que l'Homo sapiens sapiens, qui vient après, qui lui va généraliser l'usage de l'arc. Tu vois? Donc, il y a cette idée déjà, tu vois, ça remonte à loin, hein, cette idée de combat à distance. Ensuite, tu remarques qu'une des plus grandes révolutions ou mutations militaires de l'histoire se déroule à la Renaissance et dans ce que dans l'historiographie française on appelle les temps modernes, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle. Je dis toujours ça aussi, mais dans l'historiographie française, histoire moderne, ça ne veut pas dire aujourd'hui. C'est l'histoire moderne, c'est Renaissance jusqu'à la Révolution française. C'est-à-dire en incluant le XVIIe siècle, Louis XIII, Louis XIV, le XVIIIe, Louis XV et tout ça. Bon. Et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 19e, 20e siècle, 21e, c'est ce qu'on appelle l'histoire contemporaine. Bon. Fin de la parenthèse. Il y a eu une gigantesque mutation militaire, essentiellement en Occident. Alors, voir comment ça s'est passé et si ça s'est déroulé de la même façon en dehors de l'Occident, c'est un débat en soi, donc on verra plus tard. Mais en Occident, le fait du passage aux armes à feu a été un bouleversement gigantesque. Alors d'abord les armes à feu collectives, c'est-à-dire l'artillerie, mais également les armes à feu individuelles, c'est-à-dire les premières arquebuses, ensuite les mousquets, pour finir les fusils au XVIIIe siècle. Bon. Cette idée de combattre à distance est un bouleversement déjà sociologique parce que ça permet facilement à un homme du peuple de tuer un noble. Et ça permet facilement à un homme du peuple de tuer un noble, c'est-à-dire à un homme qui n'a pas dans sa tête de logiciel du combat. Un noble à l'époque, en tout cas jusqu'au XVIIe siècle, c'est un homme qui est programmé dans son cerveau, possède un logiciel du combat, de la violence. Tu vois, ce que j'ai dit une fois qui a fait éclater de rire la salle, mais un chevalier du Moyen Âge, c'est un skinhead. Hein. Tu vois, c'est un voyou, vraiment.
C'est Euh, pour ça qu'ils avaient besoin de codes d'honneur et mais et évidemment, de parce que c'est contrôle. l'Église qui a eu Eh l'intelligence oui, d'inventer ça pour calmer un peu ces mecs, quoi. ouais. Sinon, c'était socialement, c'était des dangers publics, quoi. Bon, et l'Église a eu le génie d'inventer tout un tas de trucs idéologiques, pour le coup, Pareil et au Japon. esthétiques. Et esthétique, le roman courtois, etc., etc., les codes d'honneur, bon, pour les calmer, parce que c'était des bombes, des grenades dégoupillées lâchées dans les rues, quoi. Ah oui, oui, puis quelqu'un qui a une épée bien lourde face à quelqu'un qui a juste je sais pas, une fourche, il n'y a pas photo, hein. Mm. Et au Japon, c'est le même problème. Mais Le samouraï avec son sabre face à des paysans, il faut quoi? Il faut 400 paysans pour pour arrêter un samouraï, puis encore. à Donc mon avis, moins. Surtout mais il faut mettre un code, il faut mettre des codes Ah de oui, 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 comportement, sinon, bien sûr. c'est le chaos. Et après, on n'a plus de Et ressources. les paysans, s'ils sont déjà plusieurs dizaines avec des fourches, ils peuvent en venir à bout du samouraï. Hein. Ouais, Euh, probablement. euh, Maintenant, ça, c'est des situations exceptionnelles. La plupart du temps, les gens se baladent dans les champs ou dans la rue, ils n'ont pas le droit de porter des armes. Le samouraï, si. Eh ouais. Tu vois, tout est là. Et le chevalier européen, Pareil. ou musulman d'ailleurs, parce qu'il y a un Oui, peu de oui. chevalerie musulmane pareil, s'il Ouais. commence à aller dans les champs à tuer des gens au hasard parce qu'il est fou, parce qu'il veut violer leurs femmes ou leurs filles, ça crée des désastres sociétaux d'une part. Donc on est obligé de mettre une religion qui cadre et qui empêche et qui permet une forme de contrôle social par le suzerain. Et puis au fin fond, l'idée de Dieu qui va te juger et donc Ouais. limite au maximum effectivement ça. Mais voilà, je ferme aussi cette parenthèse, Non, mais excuse-moi. tout à fait, tout à fait. Et donc, d'une part, il y a ça qui est un verrou social, parce que déjà, il y avait eu l'arc, tu vois, l'arc et l'arbalète, Hmm. qui ont déjà été des égalisateurs, hein, parce que je dis égalisateur parce que c'est le mot qui sera employé au 19e siècle dans le Far West pour désigner un Colt 45, tu sais, Equalizer. un equalizer. Bon, mais il y avait déjà ces égalisateurs-là. Et les archers anglais ont foutu des branlées magistrales à la chevalerie française, qui était hyper arrogante, avec ses arcs. Hein, bon. Le problème des arcs, bon, et pourquoi l'archerie anglaise? Ben, tout le mythe de Robin des Bois vient de là. Hein, c'est c'est intéressant parce qu'en Angleterre, il y avait très peu de servage. Le servage a été aboli ou a disparu assez tôt, beaucoup plus tôt qu'en France. Et même en France, si au XVe siècle, il est déjà largement aboli, il reste encore il y a des restes de ce logiciel dans les têtes des dirigeants. Donc, l'idée de faire d'avoir des paysans portant les armes, ça passe pas. Bon, en Angleterre, il y avait un jeu politique beaucoup plus complexe tout au long du Moyen Âge, qui faisait que le roi a vite compris que plutôt qu'être dans une arène politique, comme c'était le cas en France, où le roi centralisateur faisait face au baron anti-centralisation, avec en France le peuple qui était sur les gradins, qui regardait, qui n'était aucunement partie prenante de cette lutte politique. En Angleterre, le fait qu'il y ait beaucoup moins de serfs a permis au roi de comprendre qu'il pouvait armer le peuple pour s'en servir comme contrepoids contre les barons. Tu vois, donc c'était un jeu politique à trois. Et du coup, ça a permis aussi au roi d'Angleterre d'avoir à sa disposition une archerie formidable. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois les minutes des débats du Parlement de la Chambre des communes au XVe siècle, et tu vois qu'à chaque fois que les archers anglais remportent une victoire sur les Français, à chaque fois les communes bénéficient de nouveaux droits. Mhm. Tu vois, donc ça augmente le côté démocratique au fur et à mesure. Bon. Mais le problème de l'art, parce qu'il y en avait un, et c'est là où il faut penser les choses, y compris la technique, il faut aussi penser la technique en termes sociaux et politiques. Il ne faut pas penser la technique uniquement en termes technologiques, comme trop souvent les gens ont tendance à le faire. Tu prends l'arc à l'époque, c'était bien meilleur que l'arquebuse. Ça portait plus loin, il y avait une cadence de tir plus importante, ça risquait pas de t'exploser à la gueule, alors que l'arquebuse, si. C'était pas très cher.
quoi d'autre? Enfin, ça avait tout un tas d'avantages de genre, tu vois, c'était puissant. Bon, On peut le fabriquer soi-même éventuellement si on est bon. éventuellement, bon, c'était comme Et fallait fabriquer faire. des munitions soi-même, en tout cas. Voilà, bon. Au moins. Or, l'arquebus a fini par l'emporter. Pourquoi? L'arquebus portait moins loin, elle avait une chance sur deux d'éclater à la gueule, etc., etc. Elle avait tous les défauts. Pourquoi l'arquebus l'a emporté? Si on raisonne uniquement au moyen des paradigmes techniques, on ne trouve pas de réponse. C'est un mystère. Donc la réponse, elle est ailleurs. La réponse, elle est ailleurs, elle est sociale, encore une fois. Mhm. Mais sociale, pas au sens lutte sociale et tout ça, elle est sociale au sens des gens, quoi, la vie des gens, la société. C'est que l'arquebuse, l'arc long, utilisé par les Anglais à Crécy, à Azincourt, c'était une arme extrêmement difficile à utiliser. Il fallait 5 ans d'entraînement Ah oui, à un archer, d'entraînement quotidien. Tu vois, une arquebuse, en quelques jours, n'importe quel con sait s'en servir. ça c'est vrai. Il y a aussi peut-être j'ouvre une minuscule parenthèse, mais il y a aussi peut-être un aspect psychologique parce que lorsque j'apprends à quelqu'un à utiliser un arc dans mon jardin, il ne sursaute jamais, il n'a jamais peur de tirer à l'arc. Il va Ouais, tirer plus ou moins bien, il va apprendre. ouais, Lorsque j'apprends à la même personne à utiliser un fusil d'assaut ou un pistolet, les premiers coups, il va vraiment avoir peur, il va sursauter, donc il faut l'encadrer un peu mieux, et cetera. Peut-être qu'à cette époque-là, il y avait un effet de choc, du ah, fait du clairement. bruit, Mais les que l'arme chroniqueurs à de feu l'époque pouvait se faire. retrouvent sous la plume des chroniqueurs de l'époque, d'ailleurs. Mmh. Tu as parfaitement raison. Le bruit était fondamental aussi, a joué un rôle très important. Alors, notamment pour les pièces d'artillerie, mais en même temps, une centaine d'arquebuses qui tirent en même temps, ça fait du bruit aussi. Hein. Ah Donc, ouais. bon, Ah non, une ligne d'infanterie du 18e ou début du 19e siècle, ça ouais. doit être sacrément foutre les chocottes en face, hein. Voilà, voilà. Tu surajoutes à ça l'effet de la poudre noire, tu vois, qui laisse des nuages qui ne retombent pas tout de suite. Enfin bon, il y avait un côté arme du diable, tu vois, en plus avec le feu, qui a toujours une signification très particulière dans l'esprit des hommes, hein, tu vois. Le feu, le métal, c'est des productions du diable quelque part, hein, en plus. Hein, D'ailleurs, il y a un côté, diabolique, si je puis dire, dans le drone qui peut te débusquer à l'intérieur, parce qu'au fond, c'est un obus de mortier, mobile et qui peut arriver sur ta gueule, à l'intérieur même d'une maison, à travers une fenêtre, qui va te suivre sur le champ de bataille. Et qui peut arriver sans trop faire de bruit, par tout moment, la nuit avec le système thermique. Aujourd'hui, on a des Russes qui me disent, parce qu'ils sont, voilà, voilà, j'ai des connaissances, et qui me disent, mais nous, en fait, on met notre gilet pare-balles et notre casque, mais en dessous, on est en chemise bariolée, parce que de toute façon, oui, les drones nous voient avec du thermique, donc le camouflage n'a plus de raison d'être, donc on s'en fout. On est en jean et en machin. Alors, c'est pas des soldats, c'est des mercenaires, hein. C'est pas des ouais, soldats de l'armée régulière. Mais enfin, ils me disent, voilà, nous on y va à moto avec un t-shirt hawaïen. ouais, Et, ouais, et, euh, mais il y a un aspect psychologique terrible, c'est qu'à tout moment, comme pouvait avoir le fantassin, peut-être 2 générations avant encore, où il s'attendait au barrage d'artillerie, mais quelque part, il l'entendait arriver un petit peu. ouais, Là, aujourd'hui, ça peut être à tout moment, du jour, de la nuit, à une profondeur assez importante donc on a cette distance qui s'est encore augmentée, et qui flippe parce qu'on est sous tension tout le temps. Et on me dit que l'utilisation de drogue, d'amphétamine, en fait, est massive sur ces champs de bataille modernes. Mais bon, je referme la parenthèse parce que tu vas non, peut-être tu parler as de... raison de le dire parce que c'est pas tant une parenthèse que ça, parce que tu as un phénomène comparable et assez proche qui se produit au 15e, 16e siècle quand les armes à feu se généralisent. C'est qu'effectivement, il y a le bruit des armes qui est terrifiant, mais il y a la vitesse des projectiles qui est beaucoup plus importante que la vitesse des flèches. Beaucoup plus importante. Et ce qui se passe, et ça c'est un phénomène anthropologique fondamental qui se produit, c'est que une balle, tu ne peux pas la parer. Mm. Même si tu es un guerrier génial, un ninja,
de films de Hong Kong, tu vois, qui effectuent 10 mouvements à la seconde, tu vois, tu ne peux pas parer la vitesse d'une balle. En plus, tu ne peux pas la voir et tout. Donc, il y a un côté mort arbitraire et subite. Il y a quelque chose à la fois de diabolique, mais presque de divin aussi. Tu vois. Et on voit, par exemple, dans les récits d'époque, que avant le combat face à des armées munies d'armes à feu, les célèbres fantassins suisses, justement, du XVe siècle, ils y vont parce que ce sont des types très courageux. Puis de toute façon, s'ils y vont pas, il y a des mesures sociales contre eux et tout membre d'un carré suisse a le devoir immédiat de tuer d'un coup d'épée ou de hallebarde toute personne qui commence à paniquer et à vouloir se barrer. Hein. Et en sachant que les gens qui sont à côté de lui dans les rangs, c'est son père, son oncle, son frangin, son cousin, etc. Donc, tu vois, il y a une discipline de fou. Donc, ils y vont. Mais ils sont vraiment pas rassurés. Et il y a une prière collective des carrés suisses avant le combat, qui est une prière vraiment pour se protéger contre la mort soudaine. La mort subite, tu vois, qui est vraiment quelque chose qui est la hantise, surtout d'un homme de l'époque, qui est un homme très religieux, qui veut mourir en ayant fait sa confession, en ayant eu l'extrême onction, etc., etc. Donc cette idée de mort subite les terrifie quand même. Hein. J'ai pris l'exemple des piquiers suisses, mais c'est valable dans toutes les armées à l'époque. Hein. Ça terrifie. Tu surajoutes à ça donc, du coup, l'idée de courage à l'ancienne, qui est un courage archaïque qui existe depuis la nuit des temps, que tu vois décrit très bien par Homère, tu vois, où avant de se battre, on s'insulte, tu vois. Et quand tu vois des voyous aujourd'hui dans la rue, avant de se battre, ils s'insultent aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très vieux, qui est anthropologique et qui est fait. Il y a une raison objective à ça, c'est que tu as besoin de faire monter ton taux d'adrénaline. Non, c'est absolument nécessaire parce qu'en fait, on n'aime pas trop tuer les Mais gens. non, fondamentalement, l'homme évite le combat. Mm. Fondamentalement, Mm. il est à la fois très cruel et en même temps très pacifique. L'homme, c'est ça, c'est des contradictions que les gens qui ne pensent pas de façon dialectique ont du mal à comprendre. C'est pour ça qu'on animalise et on déshumanise l'adversaire, on Et on l'insulte. diabolise, oui, tout à fait, C'est tout logique. à fait, tout à fait. Et donc, il y a cette idée, mais il y a aussi l'idée que avec ces armes à feu, il y a une des formes du courage dont tu n'as plus besoin. C'est la forme du courage qui consistait non pas à recevoir les coups et la mort, mais à les donner. Mhm. Parce que quand tu la donnes avec une arme blanche, tu dois pénétrer dans le corps de l'autre. Et on doit le regarder dans les yeux, quoi. Tu dois le regarder dans les yeux et tu dois le pénétrer. Il y a véritablement, un anthropologue m'a dit, c'est quasiment un acte sexuel qui se déroule. Mais c'est pas faux. Tu vois et en plus, non seulement tu dois le pénétrer, c'est pas évident, mais c'est pas évident techniquement non plus, parce que quand ton arme à l'intérieur, elle va riper sur les os, tu vois, ça va provoquer une vibration que tu vas ressentir jusque dans ton bras, jusque dans l'épaule, tu vois. Bon, c'est limite, hein. Oui, c'est pour ça que c'est très. Moi, je suis fasciné d'ailleurs de voir comment certaines cultures, enfin, comment plusieurs cultures trouvent des solutions différentes au même problème. Par exemple, pour pas être anachronique, tu as le Celte, le Gaulois, qui va mettre en avant le courage individuel, le fait d'être nu, de montrer qu'il n'a pas peur, de foncer sur son ennemi et d'essayer de le. Alors, il y avait pas tous se battaient nus, hein, on est d'accord. Il faut pas croire que. Ouais, Mais, ouais. certains, voilà, disaient, ouais, je suis le champion. Alors que l'approche, par exemple, si on veut, d'une certaine manière grecque avec la phalange, et puis plus tard la phalange articulée qui donne la manipule romaine, où en fait on met une discipline et une méthode extrêmement codifiée, extrêmement précise pour limiter le nombre de blessures qu'on va prendre, mais aussi pour permettre à ce que tout le monde donne ce putain de coup de javelot qui enlève le bouclier ennemi, puis ensuite on y va à cette fameuse épée espagnole qui est reprise Oui. par les Romains, qui est probablement l'arme qui a tué le plus de monde dans Ouais, ouais. l'histoire jusqu'à aujourd'hui, Tout et à qui est hallucinamment efficace pour donner un coup. Et puis même, on a les sabres courbes
qu'on retrouve plus tard venant d'Orient, qui ont cette capacité de pénétrer dans le ventre et remonter dans les organes sans toucher la cage thoracique. Enfin, il y a plein de méthodes comme ça qui ont été placées. Absolument, absolument. Et encore Et, aujourd'hui, et le quand, choix du calibre, pourquoi à un moment on a des calibres lourds parce qu'on veut tuer du premier coup l'adversaire, puis ouais, ensuite on passe à des calibres plus légers parce qu'on veut le blesser et pas le tuer. Enfin, c'est ouais, fascinant de voir. absolument. Alors, l'une des raisons pour laquelle les Américains ont une tradition de revolver ou de pistolet à gros calibre, c'est une tradition qui, alors ça, ce que tu évoques là, ça a joué, l'idée de tuer du premier coup, mais il y avait aussi une autre tradition qui a joué au 19e siècle, c'était pour les cow-boys, ils avaient tous besoin d'avoir un revolver à très lourd calibre, c'est là qu'ils ont inventé les 44 Magnum, des trucs comme ça, parce que l'une des hantises du cow-boy, encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent le stampede, c'est-à-dire Ouais, quand le troupeau se met à déconner, à paniquer, tu vois, et à te foncer dessus. Et donc, faut abattre un bœuf ou un bison éventuellement d'un coup. Sinon, tu vas te faire piétiner et c'est une mort assez abominable, hein. Bon. Donc, il y a aussi ça qui joue. Tu vois, c'est intéressant aussi à travers l'histoire, quand tu veux faire l'anthropologie du combat et de la tactique, de faire des liens, et t'en trouves très souvent des liens entre le métier de combattant et les métiers du monde civil. Tu vois, très souvent dans l'Antiquité, les frondeurs étaient des bergers. ouais, c'est Parce vrai. que les bergers utilisaient naturellement la fronde pour se protéger contre les loups et pour protéger le troupeau contre les loups. Pourquoi? Parce que la fronde, ça coûte pas cher du tout et tu trouves des munitions partout. Ouais, c'est un bout de cuir. Et hop. À fortiori, un bout de cuir et des munitions, bah, tu n'as qu'à te baisser, hein, a fortiori dans un pays de montagne. C'est Tu ça. vois. Et alors bon, ça demande un petit peu de pratique, d'entraînement, mais ça c'est vite fait, hein. Bon. Euh, donc, tu vois, ce genre de, le fait que les chars russes pendant la Seconde Guerre mondiale étaient des chars extrêmement rustiques, ils étaient excellents, hein, c'était d'excellents chars. Enfin, pas tous, mais ceux du tout début, non, mais les T-34 et tout ça, c'était des chars fabuleux, mais extrêmement rustiques. Bon, là où les chars allemands, c'était des Maserati, Ouais. Trop fragile. beaucoup trop fragiles, beaucoup trop chers, beaucoup trop longs à produire. Dans les plaines russes, avec leurs boîtes de vitesse, pétaient les plombs, littéralement. Euh, mais surtout, les chars allemands ne pouvaient être mis en œuvre que par des personnels qui avaient déjà une grande culture de la mécanique et c'était des ouvriers qui avaient déjà des voitures, Ouais. Pas les soviétiques, pas les soviétiques. c'est clair. Tu vois, donc tu vois, la sociologie aussi et l'anthropologie du combat, c'est comme quoi ça peut compter. Bon, mais donc l'idée que ce courage-là ne soit plus nécessaire, ça a joué aussi. Et ça a permis, pour peu que l'État soit central et soit riche, de mettre en œuvre des milliers d'arquebusiers. Tu vois. Et même si ces arquebus sont minables, sont merdiques, et qu'elles tirent avec, sans quasiment aucune précision, et que tout ça, ben, si tu en avais plusieurs milliers, il y en a quand même 500 qui vont faire mouche, quoi. Mhm. Tu vois, c'est ça qui compte. Et puis, c'est aussi pour ça qu'une fois, j'ai fait rire des gens en leur disant, mais vous savez, un homme, quelqu'un me disait, oui, mais l'homme est naturellement pacifique, l'homme est bon et tout et tout. Ah non, 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 c'était le contraire, c'était un autre débat et une autre engueulade. Où un type me disait, mais de toute façon, l'homme aime la guerre, des espèces de grandes catégorisations comme ça à l'emporte-pièce. L'homme aime la guerre, l'homme est un barbare, l'homme est une... Ça dépend de l'heure de la journée, hein. Hein? Ça Ça dépend dépend de l'heure de la journée. de ça, oui. Et puis, surtout, mais je veux dire, mais si l'homme aime tant la guerre que vous le dites, pourquoi est-ce que, et moi c'est l'historien militaire qui parle là, pourquoi est-ce qu'on a inventé autant de techniques, de moyens politiques, de moyens sociaux, de moyens de coercition, de moyens y compris cognitifs, pour pousser l'homme au combat, alors que parce que la tendance naturelle de l'homme face au combat, c'est de fuir, tout simplement. Il faut faire quelque chose qui soit anti-intuitif. Il faut le regard des autres, il faut la propagande, il faut Voilà.
Plein de Voilà. choses, c'est sûr. Et alors sur les Romains par rapport aux Gaulois, ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis les chroniqueurs romains de l'époque, tu t'aperçois que dire d'un guerrier, d'un soldat, qu'il est courageux, c'est pas un compliment. C'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. C'est C'est Ovide. pas un compliment et c'est limite méprisant. Ouais, de la part des Romains, ouais. De C'était la une part des Romains, oui. compréhension. C'est-à-dire qu'un bon. Parce que dire qu'un soldat est courageux, pour un Romain, c'est minable. Parce Ouais, que pour un Romain, tout soldat est courageux. Donc bah c'est ouais. le minimum qu'on attend de lui. Tu vois. Et par contre, si tu veux faire l'éloge d'un soldat, tu vas dire qu'il s'entraîne. Hmm. Et dire uniquement de lui qu'il est courageux, c'est dire de lui que c'est un barbare. C'est Tu vrai. vois. Parce que les barbares, ils n'ont que ça. Ouais, Ils n'ont que le courage. Nous, nous avons la discipline et la tactique. exactement. Tu vois. Et c'est pour ça Écoute, qu'un légionnaire romain qui quitte les rangs, même pour aller tuer 10 ennemis, faire une sorte d'exploit extraordinaire, il va passer un mauvais moment, lui. il y a des chances qu'il se fasse décimer après, hein, qu'il se fasse Ouais. tuer par la Légion. C'était très bien montré dans les premiers épisodes de la série Rome. Absolument, ben c'est à ça que je pensais. Hein. Ça, Ouais, c'est une excellente série que je conseille à tout le monde de voir. bien sûr, sauf pour les acteurs, parce qu'ils Impressionnant. n'ont vraiment pas des gueules d'Italiens. Ils ont tous Ah, des mais gueules ça, d'Anglais. Euh, c'est le problème d'Hollywood. ah ben, Quoique, bon, ou même quoique, les Anglais, ils sont tous blancs comme des cachets d'aspirine, avec des cheveux roux ou blonds. Ils mesurent tous 1,80 m. bon, C'est des... après, Achille dans Homer a les cheveux d'or et les yeux bleus, mais Oui, c'est vrai. c'est les origines, mais c'est 1000 ans avant, donc Oui, même plus en fait. oui, oui, oui. Et, Mais et- non, non, mais bon, non, mais surtout, moi, ce qui m'a fait hurler de rire, c'était dans le film Alexandre le Grand, ou de voir des acteurs anglais qui étaient blancs comme des cachets d'aspirine et qui tournaient en pays méditerranéen, donc qui avaient, comme tous les Anglais en vacances, les plaques rouges de coups de soleil, tu sais, sur le. et les classes populaires qui parlent avec l'accent cockney Oui, oui, de oui. l'Est de Londres. Ouais, ouais. Remarque ça, tu as déjà ça dans Shakespeare, quand tu vois Shakespeare joué par les troupes de la BBC, ce qui est magnifique par ailleurs, mais qui parle avec un accent de l'aristocratie anglaise, tu sais, alors que tu es censé être dans la Rome du IVe siècle. Mais bon, comment faire autrement Ben, c'est bien, mais Hello, Mark Anthony. Tu vois, Je conseille par parenthèse minuscule, et ensuite je te poserai d'autres questions, à ceux ouais. qui nous regardent d'essayer de, on la trouve sur Internet très facilement, la vieille série de la BBC, à l'époque où la BBC n'était pas une officine de propagande wokiste, la série Moi, Claude, Oui, extraordinaire I des années do. 70, vraiment Tout à fait. Tout à fait. formidable. Tout à fait. Non, mais sur cette histoire de courage et tout ça, c'est l'arme à feu a vraiment bouleversé les choses, tu vois. Et ça a obligé de passer d'un courage archaïque, qui était le même courage depuis la nuit des temps, ce courage fait de montée d'adrénaline, je bombe le torse, tu sais, enfin le côté, tu sais, Mhm. j'ouvre la chemise et je dis aux autres, mais vas-y, vas-y, si tu oses, tu vois. Bon, Retenez-moi. un courage face à l'arme à feu, à un courage paradoxal parce que c'est un courage stoïcien et c'est un courage qui a toutes les apparences extérieures du non-courage. Ouais. C'est le courage de l'homme qui avance vers la mort calmement et, je dirais, en baissant la tête et les épaules de façon totalement fataliste. Fataliste et, quel est le mot, soumise, tu vois. Et c'est pas l'image du courage qu'on a, parce qu'encore aujourd'hui dans nos têtes, on a une image du courage qui est une image homérique du courage. Tu vois, le courage, c'est rouler des mécaniques, etc., etc. Le combat singulier, Voilà. oui. Et or, le courage moderne, cette fois-ci au sens philosophique du mot, pas au sens historique, c'est un courage qui effectivement n'a pas les signes extérieurs du courage. Tu sais, comme tu parles de signes extérieurs de richesse, tu sais, c'est un courage qui a des signes extérieurs minables. Ouais. Non, et d'ailleurs, les formations modernes militaires, pas seulement dans les forces spéciales, mais aussi dans les forces d'infanterie, où on nous forme quand même correctement, on nous explique bien que l'idée, c'est pas de mourir, hein, l'idée, c'est de Oui. gagner. Et que Ouais. donc, Je sais qu'une fois, j'ai failli déclencher une émeute dans un amphithéâtre de militaires
à qui je donne une conférence, je leur ai expliqué que chez les Romains, la notion de courage, ils s'en foutent et qu'ils s'en foutaient. Et je leur disais, et je précise que c'était les gens qui ont quand même fait la meilleure armée de l'histoire. Toute proportion gardée, mais quand même. C'est toute chose étant égale par ailleurs, je veux dire, mais c'est la meilleure armée de toute l'histoire de l'humanité, l'armée romaine. Hein. Donc, Ouais. déjà, quand tu leur expliques ça, que le courage, eux, ils avaient que le courage à la bouche, tu vois, mais Ouais, ça coûte cher le courage. bah, ça Et coûte cher, le courage, bande de cons, tu vois, t'as envie de leur dire. ça se côtoie, ça côtoie souvent l'inconscience. Ben oui, enfin, Ça finit avec une balle adolescent, dans c'est le une vie buffet, hein, d'adolescent. malheureusement. Mais, et puis, quand je leur avais expliqué aussi, alors c'était quoi non, c'est un autre truc, c'est que, ça va me revenir, peu importe. Ouais. Après, il y a des tactiques qui nécessitent dans l'histoire et même encore aujourd'hui, il y a des techniques qui nécessitent l'audace, qui nécessitent parfois d'être intrépide, qui nécessitent parfois le choc. Nous allons en parler, j'ai quelques Ouais, questions, le choc et ça, c'est clair que, par exemple, l'effet psychologique de quelque chose qui ressemble à la Furia Francese, ouais. qui est dans mon pays d'origine, on en parle encore puisque moi j'habite près de là où il y a eu Magenta, là où il y a eu Mhm. Marengo, c'est tout près de chez moi. Mhm. Clairement, lorsqu'on a un Bonaparte qui est capable de gagner une bataille qu'il a perdue dans la même journée, clairement, cette furie, ce choc, cette flamboyance de la cavalerie de Murat, par exemple, qui, sauf erreur, était aussi sur ce champ de bataille, eh bien, ça fait une différence. Absolument, Et ce n'est pas du courage inconscient, il y a une tactique qui le veut. absolument. Mais tu sais, là, tu soulèves un problème philosophique immense, y compris avec des petits problèmes, semble-t-il, très terre à terre. Mais tu sais, dès que tu touches à la guerre, même à partir de problèmes très terre à terre, très concrets, on va dire, tu peux très rapidement, plus rapidement qu'ailleurs, déboucher sur des grandes questions philosophiques. Et à la guerre, il faut être à la fois, il faut archaïque et ultramoderne, on l'a vu tout à l'heure. Ça. Mais il faut être à la fois capable de courage stoïcien et de courage archaïque. Et c'est pas facile d'être les deux à la fois, parce que généralement, l'être humain est capable soit de l'un, soit de l'autre. Et c'est difficile de trouver des êtres humains qui soient capables des deux. Mais allons plus loin. À la guerre, il faut être à la fois un intellectuel intelligent, cultivé, fin, et en même temps une brute. C'est pas facile d'être les deux à la fois. C'est pas C'est facile. soit l'un ou soit l'autre. Ouais. Tu vois, la stratégie, ça exige de comprendre à la fois la brutalité, la violence, etc., y compris dans leur côté irrationnel et tout ça, et d'être un penseur stratégique qui a lu énormément, qui pense, qui comprend beaucoup de choses, y compris de l'ordre du politique et tout ça. C'est pas facile. C'est là où, une fois de plus, la pensée dialectique est obligatoire. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre forcément l'exemple de la dialectique marxiste, mais la dialectique telle qu'expliquée par Pascal, hein, qui n'était pas un gauchiste, hein, c'était quand même un catholique vraiment convaincu et un homme du XVIIe siècle, qui disait en substance, l'homme supérieur est capable dans le même temps de penser une chose et son contraire. Eh oui. Tu vois, oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident la pensée complexe, c'est sûr. Dans le Alors, temps, je pense que ceci est un verre, et en même temps, je pense que ça n'est pas un verre, c'est un pneu. Tu vois, comment. Bon, je prends volontairement un exemple absurde, tu vois, mais bon, ce mec-là est à la fois un salaud et un type bien. Cette action est à la fois positive et en même temps négative, etc., etc. C'est vraiment faut être vraiment un être supérieur pour être capable des deux en même temps. je te propose 6 thèmes, 6 catégories et pour chacune, si tu me dis qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté, identique dans la guerre? Alors justement, je n'avais pas fini sur les drones. Ah, Là. Pardon, excuse-moi. pardon, pardon. Excuse-moi, tu m'y fais penser. Mais
Oui, attends, alors deux choses. J'ai mon Ah, problème, vas-y, vas-y. mon esprit d'escalier. La deuxième chose qui avait choqué les officiers, c'est quand je leur qui étaient là, oui, il faut mourir, il faut être capable de mourir pour la patrie, de ceci, de cela. Et je leur avais cité la phrase d'un type qui était un grand gauchiste, comme chacun sait, qui est le général Patton. Eh oui, Tu vois, elle est un bon magnifique cette phrase. soldat, on vous a dit et répété que le bon soldat était celui qui était prêt à mourir pour son pays. That's bullshit. C'est de la connerie. Parce que lui aussi, Patton, il savait parler de façon. Bon. Le bon soldat, c'est celui qui fait en sorte que le connard d'en face meure pour son pays. Donc mourir à la guerre, c'est absurde. Bon, ça c'est ce que je voulais rappeler. Et les drones, mais les drones sont dans la continuation de ce truc sur le mouvement, sur le tir à distance en fait. Bon, donc la distanciation, c'est à la fois un degré supplémentaire dans le tir à distance, mais là, on pourrait dire, oui, mais c'est uniquement un changement d'ordre quantitatif. Et c'est-à-dire quantitatif sur la distance, sur tout ça. Oui, mais non, il y a un autre changement qui est qualitatif et que les gens ne voient pas. C'est que c'est comme pour l'arme à feu au XVe siècle, XVIe siècle. C'est qu'il y a une démocratisation, c'est-à-dire une diffusion large et une accessibilité à tout le monde de quelque chose qui n'était accessible qu'à une élite de l'armée au XXe siècle, c'est la troisième dimension, Mhm. l'air. Tu vois, il n'y a jusqu'à présent que les armées très riches qui avaient des avions et des hélicoptères, et des pilotes qui étaient très peu nombreux pour les avions et les hélicoptères. Et des pilotes, c'est comme pour les archers du Très Angleterre cher. Moyen-Âge. C'est des années de formation. C'est ça. Intéressant. C'est des années de formation. Et les mecs, c'est pas un hasard si on déclenche des opérations commando extrêmement chères pour récupérer des pilotes. Tu vois, parce que des mecs comme ça se forme pas en une semaine. Bon. Et là, or, tu vois, tout au long du XXe siècle, la troisième dimension reste, l'accès à la troisième dimension reste accessible, reste cantonné à finalement une minorité. Oui, et puis il y a Et un là, rapport. avec les drones, d'un seul coup, la troisième dimension se répand largement. Et on peut imaginer très bien que dans un futur très proche, non seulement à la guerre, mais même dans la vie, dans les campagnes ou en ville ou dans les banlieues, etc., tu seras à ton balcon en train de fumer une clope. Il y a un mec qui t'aime pas, il pourra, ou même si même t'es même pas à ton balcon, tu es à l'intérieur de ta cuisine. Tu vois, en train de te préparer à bouffer dans ton salon à lire le journal, tu pourras avoir un drone qui vient te chercher. Ce qui est chiant parce que autant c'est relativement facile d'avoir toujours son Glock sur soi. Si un mec bizarre rentre chez toi, bon, bah, Voilà, tu t'occupes. Mais porter son fusil de chasse chargé en double zéro, voilà, c'est quand même plus encombrant. Donc il va et falloir ben voilà. réfléchir à un truc entre les deux. Exactement, exactement. Bon, on le voit un petit peu dans Dune, hein, cette idée de, tu sais, les tueurs robots volants, là, les petits tueurs Ah ouais, c'est pas mal ça. qui rentrent chez toi par une canalisation et qui vont t'injecter du poison. Bon, mais c'est un peu la même idée. Mais c'est-à-dire que c'est la guerre et le meurtre qui vont être potentiellement accessibles à tous facilement en passant par la troisième dimension et qui vont devenir un risque dans la vie. Alors, c'est un risque pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on peut avoir un accident de voiture et tout, mais c'est pas de chaque seconde de ta vie, ce risque-là. Tu vois. C'est vrai, et c'est quelque chose qui, je vais donner 2 exemples, qui sont très différents, mais qui sont sur le même concept, qui sont qu'il y a un moment où, tu as la disproportion entre ce que le coût, et la facilité d'utilisation effectivement par exemple d'un drone ou n'importe quel adolescent qui a des manettes et un écran et un téléphone portable maintenant peut piloter, un drone à quelques dizaines de milliers d'euros pour les plus perfectionnés, sur le champ de bataille, peut aller neutraliser un engin. Bon, les blindés maintenant, ils se sont carapassonnés contre ça, mais un véhicule de plusieurs centaines de milliers d'euros peut être détruit par quelque chose de très simple. Et de la même manière, un individu, tu parlais du pilote qu'on va récupérer parce qu'il est très cher, un pilote coûte plus cher que son avion. Et un pilote dans lequel on a investi des dizaines de millions
d'euros, ou un fantassin, et ça je l'ai vu en Afrique sur des théâtres assez horribles, où un mec qui, le coût d'avoir amené le gamin de sa naissance à l'âge de, je sais pas, 14 ans, a été de quelques centaines de dollars en termes de nourriture, on lui met une machette et il est capable d'aller tuer le médecin du village à côté, qui a un coût considérable et qui amenait dans le pays énormément de bienfaits. Donc en fait, on a une disproportion de la destruction par rapport à la création, euh, qui est un vrai problème dans toute civilisation et toute proportion gardée, mais qui est un problème de, de, et de pérennité, de ce qui fait qu'on construit au lieu de détruire. Et c'est ce que souvent, alors quand on dit, on va en revenir tout à l'heure, mais je le place déjà maintenant, quand on dit on va injecter 800 milliards pour... Ça n'arrivera pas, ils n'ont pas les moyens. On en rediscutera dans la deuxième partie. Mais lorsqu'on veut injecter 800 milliards dans une économie... Ils en ont les moyens s'ils vont pirater tous les comptes bancaires des Européens. Oui, enfin, après, Mais il n'y a plus bon, personne qui bosse, hein. Moi, si on me fait ça, je les sens. Enfin, ouais, bref, ouais. enfin, voire pire. Mais en tout cas, bon, ça n'arrive pas d'arriver en Suisse, mais injecter de l'argent dans la guerre, il y a aussi un problème, c'est que ce n'est pas rentable. C'est un des pires investissements Ah, bien sûr. qu'on puisse faire. La guerre, alors parfois ça réussit, entre guillemets, quand César envahit la Gaule, il fait un profit financier gigantesque et colossal. Mais plein de fois, ça échoue. Il y a plein de guerres où le type, il démarre, il se dit, bon, on va conquérir la Pologne, ça marche, on va conquérir la Norvège, ça marche, on va conquérir la France, ça marche, on va conquérir l'Union soviétique. Ah, ça marche pas tout d'un coup. Et là, à la fin, tu finis dans un bunker à tirer une balle. Et ton Bah, pays est rasé. tu sais, l'Angleterre a terminé de payer ses Eh dettes aux ouais, États-Unis, ses dettes de la Première Guerre mondiale dans les années 80. c'est ça. Eh oui, parce qu'entre amis, Eh les bons oui, comptes, ah bah bien sûr, bien pas sûr. déconner. Et donc, il y a cet aspect de coût. Mais je te laisse terminer sur les drones parce qu'ensuite, je te passe ces 6 points. Non, mais c'est ça, j'ai terminé, c'est cette idée de démocratisation. Et quand je dis démocratisation, c'est au sens, je dirais, social, c'est pas de la politique ni de l'idéologie, hein. C'est démocratisation au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, c'est largement diffusable. La troisième dimension devient accessible à tout le monde, alors qu'avant, c'était réservé à un domaine très étroit. Même aujourd'hui, passer une licence de pilote, acheter un avion perso ou un hélicoptère perso, ce qui est encore plus cher, ou passer un diplôme de pilote d'hélico, ce qui est hors de prix. Je veux dire, monsieur lambda, expert, enfin, pas expert comptable, mais je ne sais pas, employé à la sécurité sociale à Redon, en Bretagne, a pas les moyens de se le payer, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, la troisième dimension, c'était vraiment un truc aristocratique. C'était réservé à très peu de gens. Ouais. Et là, avec le drone, et ça, l'Ukraine nous l'a prouvé, maintenant, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Ça change pas mal de choses, Ça effectivement. change la guerre. Et quand ce truc archaïque est couplé à un truc hyper moderne, comme la reconnaissance satellitaire, Ou facial. ou facial, t'imagines, ben c'est un combo gagnant. Hein. Non, non, c'est certain. Alors, 6 catégories qui sont essentielles ou qui sont des concepts importants dans la guerre. Il y en a sans doute plus que 6, mais le premier est que pour faire la guerre, il faut vouloir ou il faut être obligé. Et donc, comment la propagande et la motivation du soldat, du combattant, et du public qui est derrière, des ouvriers dans les industries, etc., comment est-ce que cette approche-là reste la même ou a changé? Ben, elle reste la même, c'est avec les éléments que tu disais, que tu évoquais tout à l'heure. Hein. Il faut diaboliser l'ennemi, le diaboliser et ou l'animaliser. Bon. Et c'est ce qu'on voit en Occident depuis 3 ans hein, sur la Russie. Hein. Les Russes, ils bouffent les petits-enfants. Hein. C'est un pays de sauvages. Enfin, quand tu vois les délires absolument ignobles d'un général Yakovlev sur LCI, Comment il est arrivé, général, lui, je ne sais pas. ah bah si, moi je vais te le dire, c'est un agent américain. Hein. Ah, alors, Il a été numéro 2 du Shape à l'OTAN. C'est un agent. C'est un agent.
En plus, il touche du fric des Ukrainiens, etc. C'est un agent d'un cynisme absolu. Ouais. Ah, Abs- ça se voit quand même, hein. Mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est. Voilà. Alors, il faut animaliser ou diaboliser l'ennemi. Il faut présenter le combat comme étant, enfin, la guerre contre cet ennemi comme étant indispensable. Euh, faut, il y a que dans les sociétés antiques que tu pouvais, et dans certaines sociétés, des sociétés véritablement guerrières, où tu pouvais vanter le fait que c'était bien d'aller à la guerre parce qu'on va se faire de la thune, on va se faire de la gloire, de l'honneur, on va baiser des bonnes femmes, enfin tu vois, tout ça, et glorifier la conquête. Capturer le navire ennemi, ça rapporte encore aujourd'hui, ça Ah, rapporte des oui, années. bien sûr, mais surtout qu'à l'époque, dans les prises navales, euh, le, le profit qui était fait de vendre la cargaison du bateau et de vendre le bateau lui-même, euh, tout l'équipage en bénéficiait. Tout à fait. Alors, c'était séparé en parts à la fin pour le dernier mousse du bateau qui devait avoir 12 ans, il devait gagner une pièce d'or, tu vois, même pas. Mais le capitaine 300. Mais bon, voilà, il y avait du profit en effet. Il y avait du profit. Donc il y a ça. Alors c'est vrai qu'avec les médias modernes, et on a déjà commencé à le voir au fur et à mesure de l'évolution des médias depuis plusieurs siècles, déjà l'imprimerie, ça a permis de répandre beaucoup de choses. D'ailleurs, l'imprimerie, c'est une invention qu'on pourrait mettre en parallèle dans ses conséquences avec celle du drone. Hmm. La naissance de l'imprimerie au XVe siècle, ça peut être comparé au drone, parce que ça a mis l'imprimé à la portée de tout le monde, ou de presque tout le monde. Et ça, tu vois, le drone, c'est pareil. Ça va mettre non pas l'imprimerie, mais la troisième dimension à la portée de tout le monde. Bon. Et les conséquences ça a eu, que l'imprimerie a eues sont gigantesques. Hein. L'imprimerie a causé, indirectement, mais elle a causé la réforme et la lutte contre le catholicisme. Tout à fait. Bon, le fait de mettre la Bible à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire des Bibles imprimées et non plus des Bibles manuscrites par des moines, ça permet une diffusion de masse, tu vois. Là, c'est pareil. Mais vient un moment où, comme chacun sait, en tout cas depuis Hegel, que vient un moment où le quantitatif se transforme en qualitatif. Hein. Mais comment dire, il y a tout un tas de moyens et la propagande et la multiplication des réseaux de propagande, qu'en plus tu as derrière des équipes de gens qui réfléchissent à quels sont les bons termes à employer, à quel moment, quand on commence à créer des techniques comme l'ingénierie sociale, comme toutes ces choses-là, plus tu étends le nombre de machines qui permettent de diffuser ton information à toi. Alors d'abord, ça a été l'écrit, ensuite la presse écrite. C'est encore plus important que le livre, tu vois, au niveau de la diffusion. Ensuite, la radio. Ensuite, la télé, maintenant, tous les écrans qu'on connaît. Bon, je veux dire, tu prends à Rome, ce qui jouait le rôle des médias modernes, c'était les jeux du cirque. Mhm. Soit au grand hippodrome de Rome pour les courses de chars, soit au Colisée pour les combats et les autres spectacles. Mais parce que les jeux à Rome jouaient le rôle de ce que Balzac, qui parlait des cafés parisiens, Balzac disait le café parisien, c'est le parlement du peuple. Hein. Et ben à Rome, c'était ça.
Et c'était une fois de temps en temps, parce que c'est pas tous les jours non plus les jeux du cirque ou les courses de chars. C'était pas tous les jours, c'était rare et c'était un événement, mais où toute la population romaine se retrouvait. Les grands, les puissants, les aristos, le petit peuple, la plèbe, tout le monde. Et discutait et échangeait des nouvelles, y compris des nouvelles de guerre et de stratégie et de politique étrangère. On rappelle qu'il y a près de pas loin de 300 cirques du style Colisée, en plus petit évidemment, à travers l'Europe, au travers Oui, la Méditerranée. oui, 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 absolument. C'était ça qui était le média à l'époque important, tu vois. Ouais. Alors, c'est important, certes, c'est impressionnant quand on l'évoque comme ça, comme on vient de le faire, mais à côté de la multiplication des médias, c'est rien. Hein. Maintenant, t'es informé. Je veux dire, quand on connaît la dernière phrase de Louis XVI avant de monter sur l'échafaud, il a demandé aux gens qui étaient autour de lui, est-ce qu'on a des nouvelles de Monsieur de Bougainville? Bougainville, ouais. Tu vois, parce que Bougainville, que Louis XVI avait envoyé quelques années auparavant pour aller explorer le Pacifique, ben, il n'était toujours pas revenu. Bon, par ailleurs, il ne reviendra pas. Mais c'était les. Je veux dire, à l'époque, il y avait des guerres qui continuaient encore quelques mois après la signature du traité de paix, C'est vrai. parce qu'il fallait le temps de prévenir les bateaux qui continuent à faire la guerre, les bateaux anglais, par exemple, qui continuent à faire la guerre aux bateaux français dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans l'Atlantique Sud et tout ça. Il fallait leur laisser le temps de les prévenir. C'est vrai. Aujourd'hui, on a des informations en quelques secondes. Hein. Si l'attentat contre Trump, là, il y a quelques mois, le monde entier en a été informé dans les 5 minutes. C'est ça. Tu vois, bon. Problème de ces capteurs, enfin de tous ces médias plus exactement, c'est un petit peu le même problème que les capteurs pour le renseignement. Plus un service de renseignement a de capteurs, que ce soit des antennes d'écoute ou des hommes, des agents qui recueillent du renseignement, plus un service de renseignement a de capteurs, à la fois plus il est fort, plus il est puissant, plus il va avoir de l'info, mais en même temps, plus il va être vulnérable. Mais oui. Parce que plus il a de capteurs, plus on peut l'intoxiquer. Un des soucis que l'on voit en ce moment, et c'est et j'ouvre une toute petite parenthèse sur la propagande que l'on voit depuis 3 ans face à la Russie. Et la propagande existe toujours, et il y en a dans tous les camps, c'est pas la question. Mais je trouve qu'elle n'est pas habile parce que, d'une part, elle ne correspond pas pour qu'une propagande soit habile, il faut qu'elle corresponde à une certaine réalité. Voilà, C'est ce que d'ailleurs les Alliés avaient bien réussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne absolument. pas déshumaniser l'allemand. Enfin, en tout cas, les alliés occidentaux. Ils n'ont pas fait l'erreur que je trouve qui était une erreur débile de 14-18, où on Ouais, déshumanisait beaucoup le soldat allemand, alors que les soldats dans les tranchées, ben, ils se rendaient bien compte que c'était des ouvriers contre des ouvriers, des paysans contre des paysans. bien Mais sûr. en 39-45, je vois la propagande américaine, par exemple, ou même britannique, critiquaient le régime nazi, critiquaient, mais n'étaient pas, bien qu'ils ont bombardé des villes sans problème, hein, mais il y avait une certaine subtilité. Or là, j'ai Oui. l'impression que Alors attends, excuse-moi, je t'interromps, mais il y avait une exception à ça, les Japonais, les Japonais. bien sûr, bah, c'était Là, il n'y a sûr. pas eu de subtilité. Non, c'est clair, c'est Le clair. racisme, tout Oui, le oui, racisme c'est horrible. ontologique de la société américaine a pu se donner libre cours. C'était une Ah oui, oui, oui. les On est Japonais. Et la façon absolument. dont les prisonniers japonais étaient traités c'est très bien montré dans le film de Clint Eastwood, d'ailleurs, Oui, les oui. bouts hein. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Très, très bien Et, montré. et, et en fait, j'ai l'impression qu'on a repris, on a calqué d'une manière extrêmement stupide et extrêmement basique la propagande nazie contre les hordes asiatiques des Ouais. soviétiques, et qu'on les a calqués à la Russie de 2022, alors que ça n'a rien à voir ni économiquement, ni militairement, ni dans la stratégie, Ouais. ni dans la tactique, ni dans les ethnies, ni dans la... Bref. Et le souci, c'est que lorsque l'on croit à sa propre propagande, il vaut mieux que la propagande soit fine, parce que là, croire qu'on a des vagues humaines de soldats armés de pelles, et des missiles chargés de puces prises dans les machines à laver, c'est en fait
pousser ses propres soldats et sa propre stratégie au-dessus à être complètement fausse et forcément aller à l'échec et avec des pertes considérables. C'est un peu comme imaginer que, voilà, on dit non, mais les mitrailleuses, ça sert à rien, ça fait pas du mal, Ouais, allez-y, quoi. ouais, ouais. Le guerrier aztèque qui se dit non, mais l'ennemi, il va être comme nous, il veut pas tuer, il veut attraper des ennemis pour faire des sacrifices humains. Et face aux conquistadors espagnols, ils se font laminer parce qu'ils sont pas habitués à se battre avec des gens qui te tuent. Exactement, exactement. Et donc comment cette propagande, un peu, en fait, elle peut arriver à se tirer une balle dans le pied. Ah, pour plein de raisons. C'est d'une part, ben, il y a la permanence des clichés contre les Russes, mais ça, c'est un vieux problème. Hein. C'est un vieux problème. Les clichés sur les Russes et la Russie ils remontent à très loin. Hmm. Je veux dire, tu le vois dans le film d'Eisenstein, qui est pour moi le meilleur film d'Eisenstein. C'est pas le cuirassé Potemkin, ni Alexandre Nevsky, c'est Ivan le Terrible, qui est Vraiment le terrible. beau film d'Eisenstein, où tu vois à un moment des femmes, les nobles, les femmes de la noblesse, la reine et ses demoiselles d'honneur à la cour de Pologne, qui disent ah les Russes, mais c'est horrible, il paraît qu'ils mangent des bébés. Oui, c'est Mais c'est très très vieux cette image du russe. Hein. C'est très très vieux. Je pense que c'est l'Église catholique qui l'a répandu à l'époque. Bon, mais en même temps, ça remonte à beaucoup plus loin. Une fois de plus, j'ai remarqué un truc, c'est que depuis les Grecs, et tu le vois dans les écrits des historiens grecs de l'Antiquité, le monde asiatique au sens large et le monde, et c'est un cliché, c'est à la fois un cliché et un topos, tu vois. Le monde asiatique est celui des armées innombrables. Toujours, c'est tu vrai. vois. Les armées innombrables, entre guillemets, bien sûr. Parce que, à la fois, c'est vrai que, par exemple, dans l'Antiquité, les empereurs indiens ou les empereurs chinois pouvaient mettre en ligne des armées de plusieurs centaines de milliers d'hommes, ce que même les Romains n'arrivaient pas à faire, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Là, tu prends par exemple, on sait que les armées mongoles, alors on dit les hordes mongoles des Ferles, et ils étaient 1 million, les chroniqueurs de l'époque le disent, ils sont 1 million. Non, ils sont pas 1 million, on le sait maintenant, ils devaient être 100 000, 150 000 maximum. Tu vois, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Bon, récemment, j'ai dû faire un article sur la bataille de Nicopolis en Bulgarie actuelle, où une croisade franco-bourguignonne s'est heurtée pour la première fois aux Ottomans, tu vois, à la fin du XIVe Ouais. siècle. Et les chroniqueurs de l'époque disent l'armée des Turcs faisait 150 000 hommes. Non, ils étaient à peine 15 000. Ouais. Tu vois, bon, l'Asie, c'est fait fantasmer, c'est les mystères de l'Asie, blablabla, enfin tous les clichés exotiques qu'on connaît, hein, qui sont souvent drôles ou qui sont souvent très beaux aussi d'ailleurs. Mais ça ne permet pas de penser. On ne peut pas penser la stratégie avec des figures de style poétique. Hmm. Tu vois bon, et il y a ça qui remonte à très très loin. L'Asie, c'est le. Bon, donc ça explique le fait qu'ils font des attaques en vague humaine. Donc tout découle de ça. Hein, bon, et regarde avant la guerre de 14, les Français, les autorités françaises qui se gobergeaient en disant mais on a les Russes avec nous et le rouleau compresseur russe va écraser les Allemands. Tu vois, ben oui, Même, manque de j'ai peau. j'ai ici ma collection du magazine L'Illustration de Ben toute cette voilà, période et je vois très bien l'image où on explique que le Japon entre en guerre du côté de l'Entente et ouais. donc les vastes armées japonaises vont traverser la Russie et déferler sur l'Allemagne par l'Est, ce qui est évidemment Voilà, voilà, absurde. voilà. Ça, c'est ça. Il y avait une blague comme ça dans les années, enfin, dans les années 70 en Tchécoslovaquie, où les Tchèques avaient du mal à digérer le coup de Prague de 68 que leur avaient fait les Soviétiques. Et c'est l'histoire d'un Tchèque qui un jour découvre une lampe magique. Il la frotte et il y a un génie qui sort de la lampe magique et le génie lui dit bien évidemment tu peux faire 3 vœux, je les exaucerai.
Et le premier vœu que le Tchèque formule, c'est je voudrais que la Chine envahisse la Tchécoslovaquie. Le génie comprend pas, trouve ça un peu bizarre, mais il s'exécute. Puis les Chinois repartent. Et quel est ton deuxième vœu? Je voudrais que les Chinois envahissent la Tchécoslovaquie. Ok, le génie s'exécute et ensuite les Chinois repartent. Et 3 fois comme ça. Et à la fin, le génie lui dit, bon, j'ai exaucé tes 3 vœux, mais je comprends pas. Pourquoi tu m'as demandé ça? Et le Tchèque lui répond, mais réfléchis. Ils ont traversé 6 fois la Russie. Tu vois? Bon. Et je ne sais plus où on en était parce que. On va passer à la deuxième catégorie qui est liée à la première, parce qu'une fois qu'on a la motivation ou l'obligation d'aller se battre, la deuxième, c'est qu'on ne peut pas se battre à poil. De l'Antiquité, on avait déjà des manufactures, même parfois en série, d'armes, d'armures, de boucliers, d'uniformes. Et évidemment, ça s'est un peu perdu au Moyen Âge, mais c'est revenu plus tard. L'importance de l'industrie, l'industrie au sens large, évidemment, la production d'obus, de matériel. Aujourd'hui, on voit que un des problèmes en Europe, où il y a tout d'un coup une sorte de volonté belliciste, on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo, mais voilà, on fait un peu peine, on fait un peu peine à voir en termes d'industrie, peut-être pas en termes de qualité, mais en termes de masse. Ben, Comment l'industrie, est-ce que l'industrie reste fondamentale, reste importante? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui reste pareil? ben, bien sûr que l'industrie reste fondamentale. Plus que jamais. Dans tout, tu sais, Rabelais disait au XVIe siècle, guerre faite sans bonne provision d'argent n'a qu'un soupirail de vigueur. Comment il dit, les, les, l'aliment principal des guerres sont les pécunes. Bon, c'est ça, c'est de l'argent, c'est de l'industrie, c'est des matières premières. Bien sûr, c'est des hommes, mais les hommes aussi, faut les nourrir, faut les équiper, et puis ensuite, tous les morts, ça va être une perte démographique, donc une perte pour la production dans ton pays. Ensuite, tu vois, pour la production, mais également pour la démographie. Ça, on l'avait compris très tôt, hein, et pour cause. Il faut pas être Einstein pour le comprendre. Voilà. Bon, il y a certains économistes qui disent que l'une des causes, bon, c'est une thèse qui est controversée, mais elle est intéressante quand même. L'une des causes de l'effondrement de l'URSS en 1991, c'est que fondamentalement, le pays ne s'était jamais véritablement remis de la Seconde Guerre mondiale. Où on sait maintenant que les soviétiques ont perdu et on n'arrive pas à être vraiment précis, entre 25 et 30 millions d'êtres. Alors qu'on était resté pendant 40 ans sur le chiffre, pendant 50 ans même sur le chiffre de 20 millions de morts, on sait maintenant qu'ils en ont perdu entre 25 et 30, C'est énorme. dont environ 15 millions de soldats. Bon, c'est un pays a du mal à, tu vois, c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais fait une conférence au Cercle Aristote là-dessus, qui elle aussi est disponible sur YouTube encore aujourd'hui. C'est que tout le mythe de l'URSS pouvant envahir le monde et tout ça, tout ce mythe Oui, de la guerre froide est un pipeau gigantesque, hein. c'était une excellente conférence. Ouais. Merci. C'est un pipeau gigantesque. Et surtout quand les dirigeants occidentaux disent en 1947 ou 48, les Russes peuvent nous envahir, etc. Mais comment et avec quoi? Ouais, il y a eu beaucoup de propagande, de paranoïa à cette époque et aussi beaucoup de volonté de mettre en place des industries qui créent de l'armement, surtout aux Ben, États-Unis. bien sûr, bien sûr. Alors que Il a fait dire à certains théoriciens marxistes, et ils n'avaient pas tort là-dessus, que le capitalisme a pu être progressiste à une époque, progressiste dans le bon sens du mot, parce qu'il développait les moyens de production. Maintenant, il développe les moyens de destruction. Mm. Mm. C'est donc cette idée de la production d'armement, elle est fondamentale. Fondamentale. Et là aussi, il faut une industrie qui soit capable de produire à la fois, alors ça sera peut-être pas les mêmes usines, mais à la fois des armes extrêmement simples et rustiques, en grand nombre, et en même temps des armes hyper sophistiquées, quasiment de science-fiction.
Bon, donc ça, c'est fondamental. On le voit, tu sais, cette grande mutation militaire de la fin du Moyen Âge et des temps modernes, de la Renaissance que j'évoquais tout à l'heure, c'est elle qui a donné naissance à l'industrie moderne. La première grande usine, grande emprise industrielle de l'histoire de l'humanité, on sait maintenant que c'est l'Arsenal de Venise. C'est vrai qu'il faut visiter. Mais en Voilà. France aussi, Oh, c'est magnifique. vous avez des manufactures d'artillerie. Oui, Je sais pas si c'est Louis XIV qui les a mises en place, mais qui sont impressionnantes pour l'époque. oui, 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 Il y a oui. la corderie royale de Rochefort qui Ouais. est impressionnante. Je ne sais Ouais, pas si ouais. c'est l'équivalent en Et Angleterre. on a reboisé la France entre le XVIIe et le XIXe siècle. On a reboisé la France qui avait été largement déboisée au Moyen Âge pour la construction aussi bien maisons que de ponts, ou même pour chauffer les gens. Les forêts européennes avaient été Oui, mises à mal tout au long des c'est millénaires vrai. du Moyen Âge, et on a reboisé la France pour la production de bateaux. Ouais. C'est ce que l'Espagne a échoué à faire, hein. Eux, Ben, bien ils ont sûr, pas complètement. reboisé, ça se voit d'ailleurs. Oui, et échouer, c'est le cas de le dire aussi, d'ailleurs. Bon. Euh, 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 mais effectivement, et on a planté, je veux dire, cette question maritime et navale avait des impacts jusque dans le centre de la France. On était à 100 lieues de penser à ce qui se passait dans la mer des Antilles avec les Anglais, Tout à tu fait. vois. Tout à fait. Alors, troisième point, c'est l'effet de masse. Nous sommes, en tout cas depuis la fin de la guerre froide, avec des armées européennes, peut-être pas aux États-Unis, mais quand même, des armées européennes qui se sont spécialisées soit pour la contre-insurrection ou le maintien de l'ordre dans des sortes de colonies, on va dire, Mhm. soit pour avec des opérations de force spéciale très pointues, très formées, avec de la technologie aéronavale, tout ce qu'on veut qui va avec. Mais où en est l'effet de masse? Parce qu'on le sait très bien depuis toujours, hein. Napoléon, c'était un maître de la capacité à amener des divisions, des corps d'armée à un endroit précis, à un moment donné, pour créer un effet de masse supérieur à l'ennemi, alors que l'ennemi peut-être était tout aussi compétent. Mais cet effet de masse a une qualité intrinsèque que le Schwerpunkt, hein, de la théorie allemande, d'amener cette masse à un endroit précis. Aujourd'hui, il semble extrêmement difficile. Et pourtant, nous le voyons en Ukraine, après une première phase, les premières 2, 3 semaines de combat, où il y a eu des percées et un mouvement assez important. Ensuite, on a régressé, enfin, c'est pas le bon terme, pardon, on a bougé, c'est pas non plus le bon terme, on a passé à une autre phase où cet effet de masse n'est plus possible, ou en tout cas n'est pas voulu, en tout cas. Et on sent bien que autant les armées très spécialisées, que ce soit des Spetsnaz russes, des forces spéciales françaises ou anglaises ou autres, elles peuvent faire des coups de main, elles peuvent faire des actions importantes, mais elles n'ont pas la capacité de tenir un terrain longtemps ou de faire un. Et donc voilà, la question c'est l'effet de masse. Est-ce qu'il est toujours important? Est-ce Mais, que non, il manque sauf avant? qu'il se configure de façon différente. Mais l'effet de masse est toujours important à la guerre, toujours. Faut pas tout tabler et tout miser dessus, tu vois, puisqu'il doit se combiner à d'autres choses qui sont contradictoires avec lui, une fois de plus. Toujours là, cette pensée dialectique, hein, une chose et son contraire. Mais je vais te raconter une histoire militaire, pour le coup. L'armée française, c'est une des meilleures du monde pendant la guerre napoléonienne. Largement. En 1815, l'épopée napoléonienne est terminée. Et l'armée française, globalement, pendant toutes les décennies qui suivent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une ou deux vraies guerres, notamment les campagnes d'Italie de Napoléon III, par exemple. Magenta, Solferino, bon, tu connais. Ouais. Elle va faire globalement ça. Mais elle va faire quelques conflits, je dirais, normaux contre les Autrichiens. Bon. Mais en dehors de ça, entre 1815 et 1870, alors s'il y a la guerre de Crimée aussi, tu vois, il y a, bon.
Mais il y en a quelques-unes, il n'y a pas des masses. Hein. Mais toutes les guerres, tous les combats même, au sens large, que va mettre en œuvre l'armée française entre 1815 et 1870, c'est soit de tirer sur des ouvriers dans les villes, Ouais, c'est vrai, soit de massacrer du paysan ou du montagnard algérien c'est vrai. ou mexicain. Mexicain, oui. Pas, le Euh, massacre n'a pas été unilatéral au des- Mexique. alors, quand je dis massacrer du paysan algérien, je ne fais pas un discours à la Jean-Michel Apathy. Hein. Bien sûr, bien sûr. Conquête coloniale, c'est toujours extrêmement violent et extrêmement cruel. Non, et Et surtout, les armées ottomanes présentes en Algérie étaient courageuses, hein, étaient oui, capables. oui, non, mais alors les armées ottomanes, il y en avait très très peu, mais en revanche, les villes, c'est vrai que les Algériens avaient, surtout les montagnards, comme d'habitude, avaient eux aussi une culture de la violence, Ah ouais? et eux aussi, c'était une guerre d'une violence inouïe des deux côtés. Hein. Je ne suis pas en train de faire un discours anticolonialiste et tout ça, c'est pas la question, mais c'est vrai que ça a été une guerre atroce, la conquête de l'Algérie. Hein. Atroce, comme toutes les conquêtes coloniales. Bon. Et a fortiori, quand en face de toi, tu as un peuple à conquérir qui est un peuple qui possède aussi une grande tradition de violence. Ah ouais, la piraterie, tout ce qu'on veut, ouais, ouais, c'est clair. Oui, et puis tu sais, j'ai remarqué un truc, c'est que les montagnards sont très souvent des peuples hyper violents. Oui, je confirme. Eh oui, eh oui, On est, eh oui. les Mais tu sais, Corses, les j'ai un, Sardes, les Suisses. j'ai un ami anthropologue qui, un jour, a fait un travail, j'avais publié son texte d'ailleurs, je pourrais te le fournir, qui avait fait une. Alors, c'est un copain qui s'intéresse pas du tout aux questions militaires. Ça le fait chier comme c'est pas permis. Bon, en même temps, heureusement, parce que au moins avec lui, je peux discuter d'autres choses. Mais parce qu'il y a des fois, j'en ai marre aussi, tu vois. Mais il avait fait une constatation parce que c'est un fanatique de littérature de la Grèce ancienne. Il adore ça. Bon. Et il avait remarqué un truc bizarre, c'est que dans la littérature grecque, quelle que soit la forme que prenne cette littérature, pièce de théâtre, poésie, récit historique ou para-historique, euh, légendes, comment dire, légendes mythologiques, etc., etc., récit de la guerre de Troie, récit de telle ou telle guerre, à chaque fois qu'on veut décrire un homme en état de fureur guerrière, ce sont les mêmes métaphores, les mêmes procédés stylistiques qui sont employés. Toujours, tu vois. C'est des clichés que tous les écrivains grecs, même très bons, utilisent systématiquement. Et quels sont ces clichés, ou quel est ce cliché qui revient tout le temps? C'est que l'homme en état de fureur guerrière se transforme en pierre. Hmm. Tu vois? Ça transforme en pierre. Et moi, je me demande si c'est pas un phénomène de ce genre qui joue pour les peuples de montagne. Oui, alors après, pour être un néo-paysan de montagne, puisque j'ai ma petite ferme et je travaille, Ouais, ce que je peux voir avec mes voisins suisses, hein, ici dans les montagnes, c'est que c'est tellement dur. Et j'imagine qu'avant la modernité, avant le moteur à pétrole, pour ouais, monter les vaches, monter les matériels, construire des trucs, c'est tellement dur. ouais, Et là, je suis en moyenne montagne. C'est même pas les bergeries d'alpage qui sont à ouais, 2 km, qu'il faut ouais, fabriquer. ouais, ouais, ouais. Bref, ce sont des travaux tellement compliqués, tellement durs, que ça crée des générations de gens déjà costauds et vigoureux, mais aussi mentalement très méfiants de celui qui vient de la vallée, qui a tout facile, qui a la rivière pour lui. Et donc, on ne veut pas que ces gens viennent nous emmerder, si je puis dire, et nous dire comment vivre. Et donc, on est très vite combatif, on est très vite clanique, on est Ouais. très vite, pas forcément toujours, parce qu'il y a des vallées où ça se passe très bien et des vallées où c'est très, très dur. Euh, et où on est très vite solidaires les uns des autres dans ces vallées face à l'invasion étrangère. Alors, on est plus ou moins brut ou plus ou moins roublard, parce qu'il y a des vallées où on fait venir l'ennemi et ensuite on le massacre. Mm. Des vallées où on ferme la vallée dès le début et on
on va se battre dès l'entrée de la vallée. Donc il y a différentes formes de mentalité, mais dans l'ensemble, on n'aime pas trop que des gens viennent nous dire quoi faire. Et puis, ben, comme en Suisse, on développe voilà, ces histoires de cantons où les vallées font des alliances avec les vallées voisines pour dire bah, si le suzerain connard vient chez toi, je viendrai t'aider, et inversement. Et ensuite, il y avait, et tu l'avais parfaitement décrit tout à l'heure, il y a ce côté où on ne respecte plus les règles de la guerre. C'était une je pense que les Corses rappellent, qui ont armé, comme les Écossais d'ailleurs pour les Anglais, Exactement. la conquête du monde de la France, parce que c'est les troupes de marine, c'est beaucoup de Corses, les troupes coloniales britanniques, c'est beaucoup d'Écossais ou d'Irlandais. Euh, c'est des gens qui ont rien à perdre. Et je dirais même, et c'est un peu plus, c'est pas un mauvais terme dans ma bouche, mais il y a énormément de fils de pute qui sont les conquérants du monde. Parce que dans les grandes villes, on a énormément de femmes qui, pour vivre, se prostituent, qui ont des enfants. Les filles, eh ben, elles reprennent le boulot de la mère. Et le fils, ben, on l'envoie dans la marine ou dans l'armée le plus vite possible, à 12, 13 ans, Absolument. Absolument. parce qu'il va aller conquérir le monde. Absolument. Et c'est des gens on imagine qu'ils en ont vu des vertes et des pas mûres pendant qu'ils étaient gamins, ces gens. Absolument. Mais Donc je mentalement, Mais regarde le nombre de peuples guerriers qui sont des montagnards. Alors, tu as cité les Écossais, les Basques, beaucoup d'Espagnols, les Arabes de l'Atlas, les ouais. Berbères de l'Atlas. Ah, les Tout, Arabes de Médine, la Mecque, hein, c'est des zones côtières de la mer Rouge, c'est des montagnes. voilà. Tous les gens des Balkans, Oui. les gens du Caucase, les C'est Tchétchènes et compagnie. Faut pas leur dire que tu as manqué de respect à sa sœur, hein, sa petite sœur. Hein, tu vois, c'est bon. Les Afghans, ouais. même en Asie du Sud-Est, les fameuses tribus des montagnes, des hauts plateaux qui servaient. Ouais, les Grecs, c'est les Balkans, quoi, si on veut. Les Grecs, c'est les Balkans, les Crétois, c'est des Grecs. La Turquie, c'est à la fois les Balkans et le Caucase. Euh, Voilà, les Romains originels, les Étrusques, ouais, les Ligures, c'est aussi des montagnes, hein, mine de ouais, rien. ouais. Les, les fantassins suisses du Moyen Âge et de la Renaissance, les peuples de montagnards, faut pas aller les chercher. Hein. Après, il y a des exceptions. Enfin, les Norvégiens, c'est pareil, hein, les Vikings, c'est aussi des montagnards, hein, on oublie. Mais il y a les exceptions, les pays, les Hollandais, il y a des exceptions qui confirment la règle. Bah, c'est Mais, bien. Montagne en Hollande. pardon? Il n'y a pas de montagne en Hollande. Justement, mais c'est des sacrés combattants, hein, ils ont fait chier les Espagnols. Ah oui, 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 Et oui. c'est une des exceptions qui confirme la règle. Et même pour, dans les peuples de montagne très combatifs, il y a les Vietnamiens. Oui, 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 mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et les Ah, Tibétains, à une il y a époque, aussi l'exception inverse. Il y a les Tibétains, qui sont des peuples de montagne, qui, contrairement aux Népalais, qui eux sont assez forts pour la guerre, les Tibétains, pas du tout. alors les Tibétains maintenant, Ah, maintenant, oui. Avant, je sais pas. C'est vrai. mais avant aussi, au Moyen Âge, il y a eu un empire tibéto-birman qui était redoutable, hein. D'accord. Ah, bah, tu vois, j'en ai appris. Redoutable, redoutable, et qui incluait le Népal et tout ça, et qui avait bénéficié aussi, si l'on peut dire, qui avait récupéré et digéré les traditions militaires mongoles. Ah, d'accord. Ce qui est paradoxal parce que c'était des traditions militaires de plaine, mais qu'ils ont réadapté au monde montagnard. Et ils étaient redoutables, hein, les Tibétains. C'était pas tous des grands lamas potes avec Richard Gere, tu vois. Et Alors, juste pour avancer, parce que je ne ouais, peux pas te prendre trop de temps non plus. Donc ça, c'est pour l'effet de masse. Alors, quatrième point, c'est lié, mais il y a aussi des changements et peut-être des constantes. La mobilité, qu'elle soit dans l'attaque ou la défense, est-ce que beaucoup d'analystes de ces guerres modernes étaient un peu déçus? Parce que, je prends deux exemples. En Syrie, on a eu une guerre très statique pendant longtemps, et puis tout d'un coup, boum, ça a craché, et là, on a le pays qui a été conquis en quelques jours. À l'inverse, on a cette mobilité que tout le monde s'attendait de la part voilà, des hordes russes, les armées mécanisées, les armées de choc qui ont existé pendant 3 semaines. Et puis tout d'un coup, cette mobilité, que ce soit... Alors dans la défense, on l'a vu lors de l'offensive ukrainienne complètement foireuse
dès sa conception, genre, qui annonce à l'ennemi qu'il va attaquer à un endroit précis 6 mois à l'avance? L'offensive de 2023, Mhm. les Russes avaient une défense mobile et en profondeur, bon, ce qui est une très bonne manière de faire. Mais où est-ce qu'on en est dans la mobilité aujourd'hui? Ben, pour l'instant, il semble que l'avantage soit à la défense. C'est ça. Pour l'instant. Mais et donc la mobilité, pour l'instant, elle joue moins, mais elle joue moins au niveau tactique, mais elle continue à être très importante au niveau stratégique. Parce que la mobilité, c'est pas uniquement la mobilité de ta section de 15 mecs. La mobilité, c'est aussi être capable de transporter rapidement depuis ton usine de production qui est au fin fond de la Sibérie des obus pour le front du Donbass. Tu vois, et ça, les chemins de fer soviétiques sont redoutables là-dessus. Redoutables, et c'est ça qui est important. C'est de transporter des troupes, des munitions, du matériel, etc., à travers les océans avec des navires assez rapides et bien protégés pour pas qu'ils soient coulés par des sous-marins. C'est aussi ça la mobilité. La mobilité, c'est aussi l'échange d'informations, donc avec des réseaux d'informations radio ou autres, etc., qui de préférence sont pas écoutés et difficilement brouillables. La mobilité, c'est beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est aussi Mmh. dans les têtes, être mobile dans les têtes, c'est-à-dire être souple, être capable de C'est ça. bouger, de changer d'avis et de point de vue. Ouais. D'avoir prévu un plan B et de savoir quand rapidement switcher et basculer sur le plan B. Et pas être psychorigide. Et en même temps, il faut être capable d'être psychorigide pour se maintenir un objectif. Tu vois, c'est là où c'est un art véritablement pour les plus grands esprits, hein, la stratégie. Hein, il faut être à la fois psychorigide et souple. Ah, Non, non, et c'est vrai qu'en ayant, à mes heures perdues, contribué à concevoir des wargames, pour qu'ils soient réalistes et que toutes les possibilités soient prises en compte, c'est un vrai travail de ce paradoxe de rigidité et de flexibilité. exactement. C'est vraiment pas Exactement. simple. Alors sinon, d'un point de vue tactique, c'est vrai que pour l'instant, l'avantage semble être au défensif, hein. Et de ce point de vue-là, il y a une comparaison qui est faisable avec ce qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale. Bon, avec les tranchées qui ont bloqué en quelque sorte, il y a eu un blocage tactique, comme on dit, Mmh. chez les historiens militaires. Il y a eu un blocage tactique entre la fin de l'année 14 et le début de l'année 18. Bon. Ouais. Mais vient un jour où on arrive à le débloquer. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, quand ça va se passer, de quelle façon ça va se passer. Ça peut se débloquer quand il y a plus de combattants du côté que tu parce que moi j'ai l'impression, alors je suis pas dans le cerveau des généraux russes, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un switch, assez rapide vers une stabilisation du front, parce que finalement ils y sont allés avec très peu d'hommes. C'était, d'ailleurs C'est étonnant. pour ça que ils sont allés avec 150 000 hommes pour un pays qui est plus grand qui est beaucoup plus grand que la France. Tu le conquiers pas avec 150 000 Ah hommes, hein. non, c'est une erreur, Tu le conquiers avec 10 fois plus, hein. bien sûr, bien sûr, et là, même encore aujourd'hui, sur un front de plus de 1000 kilomètres, et qui presque 2000 kilomètres si on compte le front qui est pas trop, actif, hem, c'est 700 000 hommes de chaque côté. Oui, Très absolument. peu, c'est très, C'est très très peu. peu. C'est très peu. En 1944, sur ce même front, il y avait pratiquement, il faudrait bon, il y avait le front était 2 fois plus grand parce qu'il y avait la jusqu'à la côte Baltique, mais rien que il y avait en fait quoi, au début de Bagration, tu as 5 000 000 d'Allemands et 7 000 000 de Soviétiques à peu près? C'est ça. Donc C'est a ça. avec des armements, alors il y a pas les satellites, il y a pas le truc, mais c'est relativement comparable, hein, Ouais. l'artillerie, les chars. Oui, la létalité est comparable. Alors justement, j'arrive au point 5 et c'est vrai que là, tu as mentionné, un autre point, mais bon, on pourra l'inclure dans le point 6, qui est la capacité à voir et le renseignement, mais je dis, il y en a plus que 6 des points, mais j'ai essayé d'en faire juste 6. Le cinquième point, c'est la puissance de feu, justement. Mhm. Dans la puissance de feu, elle détermine ta structure tactique. La ligne de tir napoléonienne, on va dire, ou même de la guerre de sécession, elle est due à la précision des mousquets, donc il faut de la masse. Une mitrailleuse moderne, enfin un peloton non pas une peloton, une section de mitrailleuses
de 1914 ou de 1944, elle a une puissance de feu bien plus grande qu'un bataillon de Napoléon. Et donc cette puissance de feu, elle varie. Et donc là aussi, qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui change? Bon, on revient au débat sur la masse ou pas la masse. Hein. Et de ce point de vue-là, ben oui, je vais ça me permet aussi de faire un retour en arrière et je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais à la fois te répondre là et continuer mon histoire de tout à l'heure sur l'armée française qui, entre 1815 et 1870, fait essentiellement des tâches de répression ou de guerre coloniale. Et quel est l'avantage et l'inconvénient de ces opérations je fais pas de la morale là, hein, je fais On est d'accord. de la technique froide et glacée. Hein. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce genre de guerre, de combat? Avantage, ça te confère une culture de l'hyperviolence à toutes tes troupes, qui deviennent des tueurs, Mhm. qui deviennent des tueurs. Et des tueurs à la limite du psychopathe, du serial killer, tu vois. Parce que avoir à lutter contre des montagnards berbères, c'est exactement la même chose que lutter contre les guérilleros espagnols sous Napoléon. D'ailleurs, c'est marrant, au moment de la conquête de l'Algérie, Bugeaud et beaucoup de ses soldats avaient fait la guerre d'Espagne de Napoléon contre les Espagnols, tu vois. Et ils avaient l'impression en Algérie de faire la même guerre. C'était le même paysage, et pour les Français, ils avaient les mêmes gueules, les Algériens et les paysans espagnols, tu C'est vois, vrai, c'est vrai. a fortiori en Andalousie, tu vois. C'est vrai. Ils avaient les mêmes gueules, avaient le même soleil, la même chaleur, le même fanatisme, catholique d'un côté, musulman de l'autre, tu vois, mais ils avaient l'impression de continuer à se battre contre les mêmes ennemis. Bref, ça crée des soldats hyper violents. Et donc qui, au niveau micro-tactique, au niveau sub-tactique, au niveau du combat, sont de très bons soldats. Le problème, c'est qu'en 1870, il y a une nouveauté. C'est qu'on n'est plus face à des montagnards algériens ou des ouvriers du Faubourg Saint-Antoine à Paris. On est contre l'armée qui, à l'époque, est dirigée par les meilleurs intellectuels militaires du monde. Du monde. L'armée allemande, l'armée prussienne en particulier. Bon. Qui ont eu Clausewitz, qui ont eu Scharnhorst, Gneisenau, qui sont dirigés par Moltke, qui est un grand penseur militaire, et le tout supervisé par Bismarck, qui est un grand penseur politico-stratégique. L'un des plus Et grands du l'industrie derrière hein, et l'industrie qui amène de et l'acier de l'industrie qui meilleure qualité. carbure à plein régime. Ouais. Bon. Et des chemins de fer qui sont disposés non pas en étoiles comme en France, mais qui sont capables de roquer, de passer des transversales, etc., etc. Bon. Eh bien, cette armée française, en 1870-71 contre les Prussiens, au point de vue subtactique, on va donner des sacrés du fil à retordre aux Prussiens. Au combat de Saint-Privat, au combat de tout ça, les Prussiens ont eu des pertes énormes, surtout quand ils sont affrontés aux tirailleurs algériens, aux Zouaves, aux troupes de marine qui étaient coloniales, etc. Et qui, au niveau combat subtactique, étaient des tueurs. Et les Prussiens et toutes les troupes allemandes ont salement dégusté. Sauf que c'est pas comme ça qu'on gagne les guerres. C'est bien joli de remporter des combats glorieux où tu meurs pour le pays en faisant des actes d'héroïsme absolument dingues et effectivement admirables. Oui, d'un point de vue humain, c'est admirable, bien sûr. Mais là n'est pas la question. Ils ont perdu quand même. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus faire la guerre moderne. Parce que le problème, on a évoqué l'aspect entre guillemets positif, qui est de créer des soldats extrêmement durs et qui n'ont pas peur de tuer. Qui n'ont pas peur de la mort non plus, mais dans les deux sens. Ils n'ont pas peur de la recevoir, ils n'ont pas peur de la donner. Bon. Mais le problème, c'est que ces guerres-là, elles te désapprennent la guerre moderne. C'est-à-dire la vraie guerre. Alors justement, Et tu vois, je termine là-dessus, pardon. et il y a une situation comparable.
alors pas au même degré, mais comparables tout de même dans l'armée israélienne dans les années 2000, qui font, qui viennent en 2006, ils viennent de finir les deux intifadas. Et en 2006, ils se retrouvent face au Hezbollah au sud Liban, qui leur offre une vraie guerre moderne à faire. Et là, les bidéastes israéliens, alors ils ont fini par gagner, mais ils ont eu des pertes terribles et ils en ont bavé pour gagner. Ils ont ramé, comme on dit, tu vois. Parce que la guerre, là aussi, pour faire la vraie guerre moderne et tout ça, il faut des jeunes. Pour faire de la guerre de contrôle de population, il faut mieux des mecs qui ont du ventre. Des mecs de 40 ans, tu vois, qui ont un peu de bide. Tu vois, parce qu'ils sont plus adultes, plus mûrs. Et ils vont pas vider leur chargeur sur un coup de tête ou un coup de panique ou un coup de tout ça, alors qu'ils sont à un checkpoint. Parce qu'ils vont voir une vieille mamie palestinienne qui va mettre ses mains dans les poches, dans son sac, et ah, j'ai peur qu'elle sorte une bombe. Et donc, je les fourraille. Et donc, je bousille tout le monde. Ça, c'est un petit con de 19 ans qu'il fait. Tu vois. Là, il faut un mec qui a un peu plus de bouteilles, qui est un peu plus adulte, qui est père de famille, qui a envie de rentrer le soir dans sa maison avec sa femme et ses gosses, mettre les pieds sous la table et regarder la télé après, quoi, tu vois. Ça, pour des guerres semi-policières de ce genre, il faut mieux des vieux, enfin des vieux, pas des vieillards Kakoshim, mais des adultes, quoi, tu vois. Là où des mômes, des adolescents ou post-adolescents sont beaucoup plus adaptés à la guerre, la vraie guerre qui est hyper violente et inhumaine. Inhumaine, c'est pas un adjectif que j'emploie au sens moral, hein. C'est au sens technique, hein. C'est au-delà de l'humain. Les capacités, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur l'arme à feu, les projectiles sont inhumains. C'est au-delà des capacités cognitives, enfin, au-delà des possibilités du système nerveux et cognitif de l'être humain. Mmh. Tu peux plus les parer, tu vois. Et ça, sont deux guerres différentes qui doivent être faites par des gens différents et par des états-majors différents et que les politiques doivent comprendre comme étant des guerres différentes. C'est c'est le problème, c'est que ça désapprend à faire la guerre. Ça désapprend à faire la guerre, c'est pas parce que c'est pas la guerre, c'est autre chose. Mmh. Alors ça tue peut-être plus de monde, hein, c'est peut-être atroce, c'est peut-être d'une cruauté inouïe. C'est sûr que c'était d'une cruauté inouïe, ce que tu vois, ce qui a été fait pendant la guerre d'Espagne de Napoléon, aussi bien par les troupes françaises que par les paysans espagnols, de faire des prisonniers et de les scier en deux. C'est d'une cruauté de malade. Oui, c'est clair. C'est- C'est la guerre de 30 Mais ans, c'est tout ce genre de choses. paradoxalement, c'est moins efficace et c'est pas la guerre. Ouais. Et ça biaise aussi le commandement qui, et tu mentionnais très bien, c'est un des problèmes de 1914. Moi, je suis passionné de 14-18. Un des problèmes de 14-18, de l'armée française de 14, qui est une armée impressionnante, hein, et qui gagnera, il faut dire, l'armée française et la France, est le grand Elle gagnant mais industriel elle et a militaire. complètement changé entre les deux. C'est plus la même armée. Elle, Exactement, exactement. Et le commandement, il a été habitué à, oui, comme tu l'as dit, 80 ans de guerre coloniale, à part la très courte mais intense guerre de 70. Et dans ces guerres coloniales, le jeune officier qui va devenir officier supérieur sur une décennie ou deux, il va être habitué à une forme de guerre qui ensuite n'est plus du tout celle à laquelle il va être confronté. Et pour prendre le parallèle, on prend les États-Unis qui se sont certes préparés à une guerre comme les généraux de l'OTAN des années 70-80, d'une confrontation dans les plaines de l'Allemagne avec des armées magnifiques pour l'époque, hein, l'armée française ou allemande ou même britannique de 1970, c'était quelque chose. Et puis, mais en fait, ils n'ont jamais eu cette expérience, puisque la dernière fois qu'il y a eu des guerres de grande intensité, c'est peut-être la Corée, et certainement la Deuxième Guerre mondiale, mais le Vietnam n'est pas comparable. Les guerres depuis des années, même la guerre du Golfe, c'était casser un œuf avec une masse sur une enclume. Enfin, c'était pas comparable non plus. Euh, avec une supériorité aérienne qui ne que aujourd'hui, les mercenaires qui sont allés en Ukraine, ils n'ont rien compris. Des vétérans de l'Afghanistan ou de l'Irak, ils sont sortis
polytraumatisés Oui, psychologiquement, parce que tout d'un coup, ils font face à l'artillerie russe, ils font face à l'aviation, ils font face à des et d'ailleurs, ça m'amène à cette question. Une des choses, parfois, j'ai des discussions avec des gens qui disent, qui comprennent pas que c'est tout à fait possible que les Ukrainiens aient 10 fois plus de pertes que les Russes, parce que je leur explique, mais regarde, il y a 15 à 20 fois plus de tubes d'artillerie, et on ne parle même pas des obus qui sont tirés. Donc, dans une guerre où, tout d'un coup, dans une guerre où on a parlé effectivement d'un front qui est pas très dense, où dès qu'on est en contact avec l'ennemi, tu appelles l'artillerie ou des drones, celui qui en a 10 à 15 fois plus, il va a priori, sur le long terme, faire 10 à 15 fois plus de dommages chez l'autre. Ce bien n'est sûr. pas des vagues humaines, ce n'est pas des lignes d'infanterie, c'est du repérage, et ensuite on appelle un peu l'aviation et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup l'artillerie. Et donc, Absolument. c'est logique que sur 3 ans, on arrive à un ratio de perte qui est de 10 à 15 à 1. Alors, on verra exactement ce que ce sera. Et moi, je ne me réjouis pas parce que pour moi, c'est tous des Européens et c'est des humains Ben oui, qui se sont ben tués oui. entre eux. Mais je Ah peux non, mais le grand martyr de cette guerre, c'est le peuple ah, ukrainien, c'est vrai. on va découvrir que c'est 1 million, peut-être 1,5 million, peut-être 2 millions de morts en Mais 3 ans. C'est l'Occident, gigantesque. l'Occident a fait la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. C'est exactement ça. Et Ils c'est ont terrible. un C'est canon terrible. d'Occident, tu vois. C'est horrible. Ben oui. Et aujourd'hui, même en Israël, effectivement, on étudie pas mal la chose. Et ça m'amène au sixième point, qui est la compétence et la formation. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui est différent? Euh, et finalement, l'objectif, parce qu'avant même la guerre, c'est quoi l'objectif? On voit en Israël, on ne comprend pas. C'est de faire une épuration technique, c'est d'éliminer des terroristes, c'est de conquérir un territoire. Ensuite, non. Ensuite, on comprend. Et quand l'objectif n'est pas clair, n'est pas compris, toute la compétence et toute la formation qu'on veut, elle ne t'amène pas à gagner la guerre. Et c'est là ma question sur le point 6. Qu'est-ce qui reste fondamental dans la compétence et la formation et l'objectif d'un conflit ou d'une guerre? Ben, je dirais qu'il faut former des soldats qui soient compétents physiquement, qui soient compétents mentalement, c'est-à-dire la capacité à soutenir le choc, mais y compris le choc mental de la violence, et qui soient compétents techniquement, c'est-à-dire emploi de leurs armes, c'est-à-dire des artefacts que sont les armes, mais compétents tactiquement aussi. Parce que la tactique est une technique aussi. Il faut faire la différence entre technique et technologie. Hein. Y a la technique d'un cuisinier, c'est pas de la technologie, tu vois. Et puis il y a la technologie qui est de bien connaître son arme, son système d'armes, de savoir le démonter, savoir repérer ses pannes et savoir les réparer, savoir optimiser son usage, son emploi, etc., etc. Il faut tout ça. Et puis, il faut avoir un corps d'encadrement de sous-officiers et un corps d'encadrement d'officiers et d'officiers supérieurs, et auxquels on va demander des compétences, là encore, différentes. Les sous-officiers, il faut que ce soit un corps qui ait deux types de compétences. Parce que le sous-officier a une double nature. Une nature disciplinaire et une nature technique. Disciplinaire parce que c'est ça que tout le monde, en général, tous les gens qui ont fait l'armée ou qui ont fait leur service militaire, ils retiennent que ça. Et c'est pour ça que les sous-officiers, on les aime pas. Le salaud de sergent machin, l'adjudant truc, c'est connard, il m'a collé 10 jours, il m'a collé au trou, etc., etc. Parce que c'est normal, les bidas, ils voient que cet aspect-là, quoi. Tu vois, a fortiori en temps de paix et quand ils font un service militaire, ils voient dans le sous-off uniquement le garde-chiourme, tu vois, l'emmerdeur. Bon. Sauf qu'un sous-officier, c'est beaucoup plus que ça. Il a aussi ce rôle-là, bien sûr, mais il n'a pas que ça. Il a un rôle technique. Et technique, là encore, pas uniquement technologique. C'est-à-dire que c'est lui qui va savoir mener les hommes au combat. C'est lui qui va connaître tous les trucs de la tactique, y compris les plus vicieux, éventuellement les plus cruels, les plus malins, savoir qu'il faut plutôt passer par derrière, là, tu vois, cette petite élévation de terrain, etc., mais également technologique, c'est-à-dire que c'est lui qui va bien connaître
quand il est pas fantassin, mais qu'il est tankiste ou qu'il est artilleur ou qu'il est opérateur de missiles et tout ça. C'est lui qui va connaître super bien et transmettre son savoir, qui va connaître toutes les subtilités du char qu'il commande, qui va très bien connaître le canon qu'il commande dans sa batterie d'artillerie, qui va très bien connaître les caractéristiques et les faiblesses et les points forts du système de lance-missile antiaérien dont il a la charge, etc. Ils connaissent super bien ce truc-là, tu vois. Ils le connaissent souvent mieux que les officiers eux-mêmes, d'ailleurs. Hein. C'est le coup du bon garagiste génial qui sait parfaitement, enfin autrefois, parce que maintenant les garagistes c'est autre chose, étant donné que les voitures sont complètement informatisées, on se demande à quoi servent les garagistes magiciens d'autrefois. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, Ensuite, un corps d'officiers intermédiaires qui va connaître la tactique bien, ainsi qu'également les hommes, comment les mener, etc. Et puis un corps d'officiers supérieurs et généraux qui va savoir faire l'interface entre la tactique et la stratégie et la politique de l'autre, tu vois, avec tout ce qu'on appelle l'art opératif notamment, tu vois. Bon, il faut des gens compétents, et alors là, les compétences, on a vu déjà depuis tout à l'heure que c'est des choses tout à fait paradoxales et contradictoires souvent. Euh, Être à la fois psychorigide et souple, être à la fois cultivé, intelligent, fin et brutal, etc., etc. C'est ça qui est nécessaire. Et puis surtout, la nécessité numéro un d'une guerre, et c'est ça que la plupart des chefs ont tendance à oublier depuis trop longtemps, la nécessité première d'une guerre, c'est d'avoir un objectif clair et déterminé. Clair comment dire, et non ambigu. Un vrai objectif, qui ne soit pas un fantasme. Oui, et puis réaliste, voilà. Et réaliste, accessible, euh, et qui soit clairement déterminé, nettement déterminé. Ouais. Tu vois, et C'est pas ça. des Donc, petites vagues. Je veux dire, la Wehrmacht, quand elle attaque, le problème principal de la Wehrmacht quand elle attaque l'URSS en 1941, c'est qu'elle n'a pas de vrai objectif stratégique. Ils n'ont pas de vrai objectif clairement et nettement déterminé. Parce que l'armée allemande de cette époque, elle était excellente techniquement, mais au niveau stratégique, c'était des abrutis. ah Là, oui, ça fait partie, moi je suis un pourfendeur, ce qui me vaut pas mal d'inimitié, du mythe de l'excellence militaire allemande. absolument, absolument. Il faut le pourfendre, je veux dire, merde, c'est ce que là aussi, je ne me suis pas fait des copains dans l'armée, quand dans des amphis, j'ai dit, mais Ah. moi, j'admire pas l'armée allemande, je suis désolé, c'est pas Ils uniquement étaient, bi- des raisons morales, ils c'est étaient qu'ils ont bien fait meilleurs de en guerre. 14. Ils étaient bien plus logiques et plus clairs en 14 dans leurs objectifs. Oui, oui, C'était une erreur aussi de faire la guerre en 1914, mais au moins il y avait un objectif clair qui aurait sûrement absolument. échoué. Parce que prendre Paris, je suis pas sûr que la France capitulait en 1914. Hein. Non, absolument. Mais au moins, il y avait un objectif. Ouais, Et, ouais, et aujourd'hui, l'objectif de l'Ukraine, c'était on va démembrer la Russie, donc c'est ouais, non, mais bon. débile. Et l'objectif russe n'est pas très clair non plus. En tout cas, on ne le comprend pas tout à fait. Ben, en tout cas, au début, il n'était pas clair dans leur tête aussi. Hein. Ouais, Maintenant, c'est à peu près clair. ouais, ça a évolué. Mais c'est pas la perfection, hein, la guerre menée par la Russie depuis 3 ans. Non, c'est pas Loin la de là. bien sûr que non. Mais regarde la France dans la guerre d'Algérie. Ah ouais, On pourra en discuter longtemps de ça ah aussi. ouais. Et je parle pas de trucs, des délires à la apathie du style les Français ont fait des Oradour-sur-Glane en Algérie. Tu vois, c'est même pas la question. C'est C'est quelque part, en fait, c'est pire qu'Oradour-sur-Glane, c'est 1000 Mais fois. oui, mais oui. Évidemment que c'est pire. Moi, C'est quand j'entends des militaires ou des n'importe mecs quoi. Comme... très vieux droitards à l'ancienne, ouais, sur le terrain, on l'avait gagné, la guerre d'Algérie, ben, je leur dis, mais oui, c'est vrai en plus. Sur le terrain, contre les Félagas, contre les Katibas des montagnes, on avait gagné. C'est vrai, tactiquement. Mais Ouais. politiquement et stratégiquement, on a perdu. Et c'est ça.
Parce que la guerre, c'est avant tout politico-stratégique. Et ne penser la guerre qu'à travers la tactique, c'est aller droit dans le mur. Exactement, exactement. Clausewitz l'avait très bien théorisé et ça Ben reste oui, un génie de cette science. Laurent, je te remercie. Je donne le rendez-vous à tout le monde pour la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons parler des civils, nous allons parler de comment nous faisons face à ces changements de la guerre et nous allons parler de la préparation de l'Europe et particulièrement de la France à aller conquérir la Russie encore une fois et je suis sûr que ça va bien se passer. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur Patreon et pour ceux qui ne nous suivraient pas, ben c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'exclusivité sur cette plateforme. Mais en tout cas, merci de nous avoir accompagnés déjà pendant 2 heures. La suite, c'est tout de suite. à bientôt. Alors,